Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Brochu en direct. Avec moi ce soir, Monsieur Jean-Jacques Nantel. On connaît Monsieur Nantel comme étant un globe-trotteur. Il a voyagé un peu partout et Monsieur Nantel a habité la Chine quelques années. Et j'ai cru bon, en cette période de guerre où la Chine menace Taïwan, d'avoir M. Nantel et nous faire comprendre un peu plus la Chine pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Alors, sans plus tarder, j'ai avec moi M. Nantel. M. Nantel, bonsoir. Bonsoir. Étant donné que je vais parler de la Chine, j'ai mis mon chandail qui vient de l'université de Shanghai, puis avec le logo de l'université, puis voyons, le drapeau de la Chine. Bon, ben écoutez, première des choses, ça a très bien marché la dernière fois. Bon, première des choses, on s'excuse pour ne pas avoir respecté ce qu'on avait dit, qu'on ferait ça tous les lundis. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'est l'été, puis les femmes veulent se promener. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Alors, deuxième des choses, comme ça a bien marché la dernière fois, les questions-réponses, moi, j'inviterais les gens à nous préparer des questions, puis à nous les poser lorsqu'on va annoncer la publication de cette vidéo. Et de façon à ce qu'on puisse répondre, les gens aiment bien avoir un échange comme ça. Alors, préparez vos questions et envoyez-nous-les. Bon, maintenant... Et vous êtes toujours disponible pour répondre. Je vois que vous êtes très actif, entre autres sur votre page YouTube, où vous reprenez l'essentiel des vidéos qu'on fait ensemble. Il y a beaucoup de gens là, qui vous posent des questions et vous répondez assez rapidement. Et effectivement, cette semaine, c'est jeudi. On est en période estivale, mais à compter de la semaine prochaine, là, on va reprendre l'horaire habituel, Monsieur Nantel. Et à tous les lundis, 19h, on va être ensemble là, pour commenter l'actualité. Donc, Monsieur Nantel, revenons à nos moutons. Parlons de ce qui se passe en Chine. Parlez-nous un peu de ce phénomène chinois et pour mieux comprendre la puissance qui se dresse actuellement contre l'Empire américain. Bon, la puissance de la Chine. Bon, d'abord, le titre de cette vidéo, ça va être « La Chine va très mal et c'est irréparable ». Écoutez, les Américains sont très puissants, mais la base de leur puissance dépend de choses tout à fait géographiques. J'en ai déjà parlé, c'est une puissance maritime, alors que la Chine a le problème typique des puissances continentales. Alors, moi, ce que je crois qui va arriver à la Chine, la principale force de la Chine, d'ailleurs, c'est ce que la Chine n'arrête pas de répéter à tout le monde, on est 1,4 milliard, on est puissant. C'est effectivement la principale force de la Chine, mais c'est également sa principale faiblesse. Alors moi, je pense que la Chine, la raison pour laquelle la Chine est devenue aussi peuplée, c'est parce qu'elle a un territoire remarquable pour faire de l'agriculture. Ils ont une chose qui est très rare dans le monde, ils ont du soleil et de l'eau. Ce qui fait que dans la région de Shanghai, par exemple, il y a 4 écoles par année, comparativement à une au Québec, parfois 2. Alors, ça vous donne une idée, c'est un pays qui est extrêmement fertile. Autant la plaine du fleuve Jaune que la plaine du Yangtze-Kiang. Alors, puis un peu qui est la troisième rivière de la Chine là, qui aboutit à Hong Kong. Alors, la Chine, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de monde, mais ce qui est arrivé avec la Chine, c'est que le 1,4 milliard d'habitants qu'ils ont, ça a été un maximum de population qu'ils ont pu obtenir en utilisant les techniques modernes, en utilisant tout ce qu'on peut donner à l'agriculture moderne. Alors, autrement dit, la Chine est depuis longtemps surpeuplée. Et moi, je m'attends à ce que la Chine, ça soit un feu de paille. Une des principales raisons, c'est que la Chine est en train de sacrifier le passé, le présent et l'avenir pour le présent. Ils sont en train ils ont un baby-boom gigantesque qui avance dans la pyramide des âges et il n'y a pas beaucoup de vieillards devant et pas beaucoup d'enfants derrière. Alors, autrement dit, quand tout ça, quand le baby-boom en question va avoir traversé le peuplement, là, qui vont prendre leur retraite, la Chine va avoir une foule de problèmes qu'ils n'ont pas présentement. Alors, les Chinois, le Parti communiste chinois, j'insiste sur le fait que c'est d'origine communiste, donc ils ont une vision négative du capitalisme, alors que leur pays c'est du capitalisme sauvage.
Il n'y a presque pas de protection pour les employés. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Le manque de protection que ces communistes-là donnent à leur population. D'ailleurs, une remarque comme ça, les communistes n'ont jamais très bien respecté leur population. Pensez au camp le goulag russe, puis le laogai chinois, etc. Bon, alors, le Parti communiste contrôle un peu l'économie, contrôle très bien sa population, mais il ne contrôle pas les sources de richesse de base. La démographie, par exemple, il ne la contrôle pas du tout. La raison pour laquelle les Chinois faisaient des enfants, c'est parce qu'ils étaient paysans, puis c'était payant d'avoir des enfants. Maintenant, ils sont urbanisés, ils ne font plus d'enfants, puis ils refusent d'en faire plus. Alors, le gouvernement essaie d'inventer toutes sortes de méthodes pour les relancer, notamment en utilisant la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'ils punissent s'ils n'ont pas d'enfants, puis ils récompensent s'ils en ont. Eh bien, ça marche très mal parce que les Chinois, ils ont trouvé une autre méthode d'assurer leur vieux jours. Moi, je dis souvent aux gens, les enfants, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Vous vous occupez d'eux pendant 20 ans quand ils sont jeunes, ils s'occupent de vous pendant 20 ans quand vous êtes vieux. Les pensions ont toujours été payées par les travailleurs, c'est-à-dire par les enfants des gens qui sont retraités. Alors, le gouvernement chinois ne contrôle pas sa démographie. Il a pu facilement diminuer le nombre d'enfants. C'est facile de ne pas faire des enfants. C'est très, très facile. Rien qu'à vous faire stériliser à 16 ans, puis c'est fini. Hein? Alors, c'est très, très facile de diminuer la population, de diminuer la natalité, mais c'est extrêmement difficile de la faire augmenter, surtout quand la population est urbanisée. Une autre chose que le Parti communiste ne contrôle pas et ne comprend très mal, c'est le fait qu'ils ne pourront jamais contrôler la pollution. Parce que si la Chine est devenue l'usine du monde, elle est également devenue le dépotoir du monde. Parce que toute la pollution qui est produite par le monde industriel, qui a été déménagé en Chine, entre autres, parce que les salaires étaient bas, mais également parce qu'il n'y avait pas de protection environnementale. Alors, les gens peuvent faire n'importe quoi. L'important, c'est de faire des profits. En faisant des profits, c'est-à-dire plusieurs façons de faire des profits, on peut travailler comme des fous, c'est ce que les Chinois font. On peut créer, ça, les Chinois le font très peu. On peut voler. Voler, ça, c'est ce que les capitalistes ont toujours réussi à faire quand il n'y avait pas d'État pour protéger la population. Et parmi les vols dont je parle, il y a bien sûr le vol des technologies occidentales, qui sont, c'est très, très facile de faire un boom économique comme a fait la Chine. Ça a été fait 15-20 fois dans l'histoire. Il suffit de lire l'histoire. Hein. Quand les Anglais ont inventé la révolution industrielle, c'était un boom fantastique. La population a augmenté, la puissance. Ils ont débarqué un peu partout sur les autres continents. Ils ont arrêté l'esclavage parce qu'ils avaient des machines pour remplacer les esclaves. Puis là, ils voulaient servir des Africains, c'est surtout eux autres qui étaient esclaves. Ils voulaient servir des Africains pour développer l'Afrique. Alors, les Anglais ont connu un boom fantastique. Après, les Européens s'y sont mis, les Américains s'y sont mis. Puis à chaque fois, c'était un boom fantastique. La population explosait. Aux États-Unis, la population doublait tous les 25 ans. Au Québec, c'était à tous les 20 ans environ. Alors, c'était un boom fantastique. Ça a été pareil en Allemagne, ça a été pareil au Japon, qui sont industrialisés à la fin du 19e siècle. Et évidemment, ça a été la même chose ce qu'on appelait les 5 tigres asiatiques, là, Hong Kong, Taïwan, etc. C'était surtout peuplé par des Chinois. Puis ensuite, ça a été le cas de la Chine. Alors, la Chine, la raison pour laquelle ça impressionne tant les gens, c'est parce que la Chine est immense. Elle a 1,4 milliard d'habitants. Alors, c'est une chose... Puis, M. Nantel, quand vous dites qu'ils ont volé les technologies occidentales, ils les ont apprises aussi en même temps. Oui, mais vous savez, la propriété intellectuelle, ça vaut cher. Ça vaut très cher. Écoutez, quand c'est exactement ce que faisait Mao Tse-tung. Il faisait faire des barrages, les gens portaient la terre sur leur dos. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir à la suite de Mao, il a dit on arrête de se servir des Chinois comme de pelles mécaniques, on va prendre des pelles mécaniques, on va y aller tout de suite avec les hautes technologies. Alors, ils ont tout de suite volé toutes les technologies occidentales qui sont censées payer. Quand vous inventez l'ampoule électrique comme Edison, ça appartient à Edison. Évidemment, on ne laisse pas Edison faire des milliards de dollars. On lui laisse, je pense, 7 ans pour qu'il puisse profiter de son invention. Mais après, ça rentre dans le domaine public, mais ça demeure quand même
que les Chinois, quand ils se sont lancés, ils ont été tout de suite dans la haute technologie. Et ça a été très bien fait, ça. Oui, puis quand vous dites aussi voler les technologies occidentales, c'est en même temps, ils ont été capables de la comprendre, puis ça faisait l'affaire de beaucoup d'Occidentaux de livrer certaines technologies à la Chine pour justement garder les... Oui, hein, sûrement. C'est vrai, mais le point n'est pas là. Mon point, c'est que les Chinois qui prennent, je ne sais pas, une pelle mécanique ou le moteur à explosion, ça ne nous dérange pas. Ce qui est plus dérangeant, c'est quand ils volent les plans, parce que les Chinois ont des antennes partout dans le monde. Hein. Il y a des Chinois qui sont installés un peu partout. Ils achètent les technologies. Ils volent les plans, par exemple, de la navette spatiale. Les plans ils essayent de voler les plans de SpaceX pour reproduire. Ah, ils copient. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas légitime dans le sens que c'est légitime, oui, c'est normal que les gens se partagent. Mais je vous ferai remarquer que c'est de l'appropriation culturelle. Moi, je me c'est ça, là. Les Noirs, ils s'assoient devant moi et ils me disent vous avez volé, qu'est-ce qu'on a volé en Afrique? En tout cas, je pense que c'est le sorgho, puis il y a quelques affaires. Les Autochtones disent hey, vous avez volé le Black Ox qui est sur l'Indien qui est sur le chandail des Black Ox. Ils leur répondent toujours écoutez, vous dites c'est nous les voleurs, moi je dis que c'est vous les voleurs. Parce que pour chaque invention que les Occidentaux vous ont volé, puis on vous en a volé beaucoup, vous en aimez 5 que vous nous avez volé, puis vous les avez sur vous. Vous avez des lunettes, vous avez du nylon, vous avez une ceinture en cuir, etc. Alors, je veux dire, les choses que l'Occident est extrêmement créatif. Une des raisons, c'est parce que la civilisation occidentale n'existe pas vraiment. La civilisation occidentale, c'est on prend les choses qui viennent de partout dans le monde, les meilleures idées. Les Autochtones nous ont fourni une foule de mets, de plantes qu'ils ont inventées. Le chocolat, le cacao, la patate, les courges. Enfin, la liste ne finit pas. On a pris le karaté des Japonais, on a pris des Chinois. Les Chinois, selon René Grousset, je pense que c'est René Grousset, ils auraient inventé 19 des 20 plus grandes inventions de l'histoire. On a volé ça il y a longtemps. Mais pour chacune des inventions qu'on leur a volées, parce que nous, on a volé les inventions, puis après, on s'est mis à créer. On est extrêmement créatifs. Écoutez, tout ce qui sort aujourd'hui sur la planète, là, tout ce qui est nouveau, là, ça vient des États-Unis. Pensons au Japon. Qu'est-ce qui est sorti du Japon? Oui, ils ont fait des améliorations, ils sont très intelligents. Personne n'a jamais dit que les Asiatiques ou les Sémites n'étaient pas intelligents. Tout le monde a toujours dit qu'ils étaient intelligents. Mais ce que faisaient ces gens-là, c'était des améliorations. Ah, le Japon, par exemple, a produit le juste à temps. C'est-à-dire, vous savez, vous n'avez pas de stock à payer. Les choses arrivent, produisez. Bon, ils ont inventé ça, ils ont inventé des différentes façons de faire des voitures, par exemple. Ça nous a pris du temps, nous, à nous habituer, mais là, on les a rattrapés. Alors, c'est le problème des civilisations qui sont peu créatives. Nous, c'est extrêmement créatif parce qu'on laisse les gens libres d'être dissidents, d'être contre. On est contre le gouvernement, on est contre ci, on est contre ça. Bien, quand les gens pensent comme ça, bien, à un moment donné, ils pensent différemment, ils pensent à côté de la boîte, comme ils disent en anglais, puis ils inventent des choses. Alors, ce qui sort en Occident, là, les inventions, il y a beaucoup au Japon, il y a beaucoup de brevets, mais c'est des brevets d'amélioration. L'Internet, c'est venu d'ici, la voiture électrique, c'est venu d'ici, l'intelligence artificielle, ils contribuent, les Japonais, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, ils ne contrôlent pas la créativité de leur peuple, les Chinois. En fait, ils font l'inverse, puis je vais vous le montrer tantôt. Ils ne contrôlent pas non plus leur géographie. La Chine est loin de tout. Alors, comme la Chine est loin de tout, ce qui a attiré les entreprises vers la Chine, c'était les bas salaires, bien sûr, mais également le fait qu'il n'y avait pas de protection environnementale. Les protections environnementales maintenant augmentent, parce que sans ça, ils vont tout détruire en Chine, puis ils sont en train de le faire. Puis les salaires augmentent très rapidement, parce que la population chinoise commence à baisser. Alors, il y a un moment donné, ils vont se retrouver avec juste les inconvénients d'être très loin. Bon, alors, ce qui faisait la force de la Chine, c'était ses paysans. C'est ce que je dis tout le temps, c'est que les paysans, sauf aux époques où il y a du danger, ont besoin de gens violents pour les protéger, ça devient des nobles. Ça, c'est bon, mais quand la société est stabilisée, les paysans, ils se font voler continuellement par des nobles, par des gens qui viennent leur imposer. Les paysans chinois disent,
l'empereur est loin. Ça fait longtemps qu'il dit ça. L'empereur est loin et les montagnes sont hautes. C'est-à-dire que l'empereur, c'est juste du trouble. Il vient juste pour chercher des taxes, des impôts, prendre des jeunes pour les faire tuer à la guerre, prendre des plus belles femmes pour les mettre dans les harems, des affaires comme ça. Ça, c'est historique, évidemment. Mais je veux dire, c'est un phénomène qui est profond. Et ce sont les paysans qui produisent la richesse, qui produisent la nourriture, qui produisent le poisson qu'on va chercher. Ben, le poisson, c'est des pêcheurs. C'est eux qui produisent les soldats, c'est eux qui produisent les petites inventions. On connaît pas l'inventeur. C'est les paysans qui ont fait ça pendant très longtemps. Puis les gens des villes ne faisaient que les exploiter. Puis quand il y avait une révolution en Russie ou en Chine, ils volaient les paysans pour nourrir les villes, parce que c'est en ville que les populations, les prolétaires, vivent, puis qui peuvent mettre le gouvernement en danger. Les paysans, s'ils choquent dans un pays, là, vous envoyez une armée, puis vous allez massacrer un groupe, parce qu'il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils se déplacent sur 1000 kilomètres sur les routes. Alors, c'est très facile de les massacrer, puis de les obliger. Ça s'est fait dans l'histoire une quantité innombrable de fois. En ville, quand la révolution prend, fait faire prendre en 20 minutes, parce que le palais est juste à côté, puis là, ils choquent, puis ils défoncent tout. Bon, ça n'a pas été vrai dans le cas des bolcheviks, mais c'est ce que les bolcheviks prétendaient avoir fait, c'est-à-dire d'avoir pris le palais d'hiver. C'était pas vrai. Mais ils étaient effectivement capables de le faire. La raison pour laquelle les rois de France entre Louis XIV et Louis XVI habitaient à Versailles, c'était pour s'éloigner des foules, parce qu'ils avaient peur de se faire massacrer. Et d'ailleurs, Louis XVI s'est fait couper la tête. Bon, alors, la Chine, en fait, c'est encore en cours, là, mais elle s'est vidée, ses campagnes se sont vidées dans les villes. Puis ce qui s'est d'abord vidé dans les villes, eh bien, c'était les meilleurs individus, les plus productifs, les plus intelligents, les plus capables, les plus en santé. Puis ce qui reste dans les villages, ben, c'est pas tout le temps, mais c'est les gens qui sont les moins productifs, les plus âgés, etc. Souvent, beaucoup d'enfants. En Chine, les parents vont travailler, ils font un enfant, ils renvoient l'enfant au village, puis c'est les grands-parents au village qui l'a fait. Vous rentrez dans un village chinois, vous voyez un paquet de vieux avec beaucoup de... Mais la classe moyenne, là, il n'y a pas la classe d'âge moyen n'est pas là. Elle est dans les villes en train de travailler comme des chiens pour faire vivre les parents, les enfants. L'enfant, parce qu'il y en a un. Bon. Alors, la Chine, présentement, ils ont menti. Les Chinois mentent beaucoup, je vais en parler tantôt. C'est surtout les gouvernements. C'est une façon de gouverner pour eux. La Chine disait qu'elle avait 1,5 enfants par femme, mais bien, c'est pas possible, parce qu'ils ont interdit d'avoir plus qu'un enfant pendant 30 ans. Alors, c'est clair que c'est un mensonge. Puis, il y a un Chinois à l'université, je ne sais plus, aux États-Unis, qui dit la Chine, c'est 1,1 enfants par femme. C'est ce qu'il calcule, lui. Bon. Ça, c'est une chose intéressante dans votre analyse, M. Nantel, parce que vous avez vécu là plusieurs années, puis sans être méchant, parce qu'on pourrait dire, hein, qu'est-ce que vous dites là, les Chinois sont menteurs, mais vous allez nuancer, vous allez quand même faire... non, écoutez, moi, j'en ai rien à foutre. Là. Écoutez, mentir pour être gentil, là. Moi, je dis la vérité sur les Chinois. Les Chinois, c'est des gens qui sont très travailleurs, très bien organisés, très disciplinés. Ils ont des belles qualités. Vous êtes en sécurité. Moi, j'ai été pris le 1er janvier, on pensait qu'il y avait une fête. On était seuls dans les rues de Shanghai, ma femme et moi, là. Puis on se sentait en sécurité. Pourtant, il y avait des coins noirs. C'est comme ça, la Chine. C'est un peuple qui essaye de faire le mieux possible pour recevoir les gens, mais c'est différent de la mentalité chrétienne. Les chrétiens disent, c'est Saint Paul qui disait, il faut aider les pauvres parce que c'est bien, parce que c'est un geste bien, pas pour espérer que Dieu va nous remettre en monnaie éternelle ce qu'on a payé en monnaie temporelle. On va donner 100 piastres à qui va me faire vivre 1 million d'années au paradis. Non. Ça, c'est la mentalité chrétienne. Les Chinois, comme d'ailleurs les musulmans ont tendance à faire ça aussi, c'est qu'ils font le bien pour être remboursés plus tard. Puis dans le cas des Chinois, c'est par fierté pour la Chine, c'est-à-dire pour faire honneur à la Chine. Mais ils nous reçoivent très bien. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, les Chinois ont des belles qualités, mais ils ont des défauts. Moi, je l'ai souvent dit, les Québécois, les Canadiens, chaque pays a un mot qui le désigne. Le Canada, le mot qui le désigne, c'est naïf. C'est naïf. Dans le cas des Québécois, on passe pour des couillons partout sur la planète, de laisser rentrer n'importe qui par le chemin Roxham, on ne dit rien, nous, ils ne disent rien. Quand il est question de faire l'indépendance, ils refusent de parler
que le Québec indépendant va faire ce que tous les autres pays du monde font, c'est-à-dire exiger des droits de passage quand il y a du pétrole qui passe, quand il y a des bateaux qui passent, parce que c'est un territoire resserré, le Québec, c'est un lieu de passage. Il n'en parle pas. Il faut être gentil, gentil. Il ne faut pas parler du fait que les anglophones nous volent depuis 262 ans, ils ont 3 universités, 6 cégeps, la moitié des hôpitaux sur l'île de Montréal, etc., etc. Ah ben non, ça pourrait les choquer. Ouais, mais à un moment donné, on est des couillons, puis on passe pour des couillons. Bon, alors, les Canadiens, c'est naïf. Est-ce que c'est du racisme? Y a-t-il quelqu'un qui va me dire que c'est du racisme de dire que les Québécois sont couillons? C'est une vérité. Bon, je le dis, c'est tout bon. Les Russes, la caractéristique, l'adjectif pour les Russes, c'est froid. Il y a toutes sortes de conséquences au fait que c'est un hiver froid. En passant, c'est la même chose pour le Québec. On ressemble beaucoup à des Russes. Il y a des musulmans qui m'ont dit, j'ai vécu au Maroc, ils m'ont dit, bon, ça, j'ai l'impression de parler, des musulmans qui avaient vécu en Russie, ils m'ont dit, j'ai l'impression de parler russe, tellement que les idées, les images, ça vient de l'hiver, etc., les saisons fortes, etc. Bon. Alors, dans le cas de la Chine, ils ont des belles qualités, mais un de leurs défauts, c'est que les Chinois fonctionnent en réseau. Nous, on fonctionne en faisceau. Quand vous voulez obtenir quelque chose au Canada ou en Occident, vous mettez tous les indépendantistes ensemble, vous allez faire une manifestation. Vous mettez tous les chauffeurs de taxi ensemble, vous allez faire une manifestation, on s'est fait voler, le gouvernement a augmenté nos taxes. Vous obtenez des résultats comme ça. Parce que ça fonctionne en faisceau, les gens se regroupent en partis politiques, ils se regroupent en affinités, ça peut être le LGBT, c'est n'importe quoi là. On fonctionne en faisceau, c'est des faisceaux. En passant, fasciste vient de faisceau. C'était le concept de Mussolini. Fasciste, c'est pas des coups de pied dans la gueule, ça. Le fasciste, c'est le corporatisme d'État. En tout cas, mais c'est pour vous donner une idée, c'était une exagération de fascisme d'une tendance naturelle des Occidentaux. C'est pour ça que ça a marché un peu partout dans plusieurs pays. On est également démocratique, heureusement. Alors, dans le cas de la Chine, ça fonctionne en réseau. Alors, si vous voulez avoir quelque chose, il faut que vous avez, je donne souvent l'exemple, vous avez un fils qui est complètement crétin. Bon, c'était pas bon. C'était une poire, il ne veut pas étudier, il est mauvais. Bon. Mais vous voulez qu'il aille à l'université de Shanghai. Alors, vous dites, merde, comment je vais faire? Ah, je sais, je connais un gars qui connaît un gars au ministère qui peut-être connaît le sous-ministre qui va permettre à mon fils de rentrer à l'université avec son 62 fort. 62 fort, c'est bon. Alors, c'est ce que vous faites. Alors, vous communiquez le premier, vous communiquez au deuxième, troisième, quatrième, puis là, il se rend au sous-ministre, puis il dit, combien ça coûterait pour faire rentrer mon fils à l'université en 62 fort dans toutes ces matières? Ben, le gars, il dit, ben moi, je vais prendre 1500 $. Le deuxième, il dit, ben moi, je vais prendre 1000 $. Le troisième prend 500 $, puis il vous dit, ben ça va te coûter 6 000. Fait que vous donnez 6 000, ça se distribue, puis votre fils, comme par hasard, reçoit une lettre pour rentrer. Bon, c'est un exemple. Mais c'est dans une. Alors, quand vous fonctionnez en réseau comme ça, puis que vous payez, que tous les gens, puis vous ne les connaissez pas, les gens, là, vous ne connaissez pas au bout de la ligne, alors ça favorise la corruption. Et donc le mensonge, et donc le trichage, et donc ci et ça. Alors, quand les Chinois fonctionnent en réseau, on ne sait pas ce qui se passe. Quand j'étais en Chine, d'ailleurs, avant d'aller vivre en Chine, moi, j'ai travaillé au développement international, puis je m'occupais de la Chine. À un moment donné, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Fait que j'ai rencontré une fille, j'ai dit, écoute, rentre dans mon bureau, une Chinoise qui travaillait avec moi, puis on se connaissait bien, on est bons amis. Je l'ai assis, j'ai dit, écoute, tu as juste à penser que je suis un barbare qui ne comprend rien, OK? Je veux juste savoir qu'est-ce qui arrive en Chine. Moi, j'en parlerai pas. Tu me connais, là, je ne te trahirai pas. Personne ne va entendre. Ah, donc là, elle m'a regardé avec un sourire, ben, c'est vrai, après tout, c'est un bon gars. Puis, comme Maxime m'expliquait, ben là, c'est parce qu'il y a une lutte à Shanghai entre les deux gars qui sont au pouvoir, puis le gouvernement central ne veut pas, puis Shanghai. Là, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait. Parce qu'il me promenait comme un chien au bout de sa laisse. Alors, j'ai pu avoir l'information, mais vous avez toujours l'impression d'être... Vous savez, dans les entractes au théâtre, ils sont en train de changer de décor, puis vous voyez des coups de pied qui se donnent dans le rideau. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Puis quand tu ouvres le rideau, là, vous n'êtes plus dans un champ, vous êtes rendu dans le château. Bon. C'est la même chose en Chine. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Bon. Alors, c'est toujours de la propagande, des mensonges, des tricheries, surtout du gouvernement, là. Mais ça déteint sur la population. Moi, quand je suis arrivé en Chine, les gens me demandaient, ils parlaient de Mao Tse-tung.
où je parlais je me souviens plus qui était au pouvoir au Canada. J'ai dit, si on peut le débarquer celui-là, là, en autant que je suis concerné, les pas de le pendre, j'en ai rien à foutre. En tout cas, je n'étais pas de bonne humeur. Il me regardait surpris. Puis là, ben, je continuais, j'ai dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez de Mao Tse-tung? Alors, Mao Tse-tung, c'est un grand homme. Ah non, c'était le timonier, tout ça. Puis je disais, oh, ils sont en train de me raconter des histoires pour pas avoir de troubles. Puis moi, je leur disais, Mao Tse-tung, c'est un génie de la guérilla. C'est ça qui a pris le pouvoir. C'est un génie de la guérilla. Ah oui. Le mec qui n'a rien compris. Sa campagne des oiseaux, ça a été une catastrophe. Son bras en bas en avant, c'était une imbécilité. Sa révolution culturelle, il tuait les élites. Bon, fait que je dis aux gens ce que je pensais, puis après, j'ai dit, oh, je pense que je suis mieux de plus dire ça parce que c'est pas populaire en Chine. On n'a pas le droit de le dire. Ben oui, non, non, absolument. Donc, vous nous montrez à travers tout ça là, que c'est vraiment une mentalité très différente qu'il faut, avant de donner des jugements, il faut l'avoir vécu. Hein? C'est une culture à part entière qui est aussi dans le temps long. Hein? Ils ont une longue histoire qui est... Oui, mais le temps long de nos jours, ça, on va en parler un peu, là. Le temps long de nos jours, là, ça ne s'étend pas sur un siècle, ça s'étend sur des millénaires, parce qu'on est en train de détruire la planète. Puis là, ben là, ils pensent à long terme avec des idées qui datent du 19e siècle. Ben là, ils s'en vont dans la mauvaise direction. Vous savez, c'est comme le Québec. Le Québec, on le connaît bien, ça, au Québec. On est un peuple très cohérent. Alors, quand tout le monde faisait des enfants, tout le monde allait à la messe, tout le monde allait à la messe. Quand tout le monde arrêtait d'aller à la messe, tout le monde arrêtait d'aller à la messe. Puis ils ont arrêté de faire des enfants. Bon, il y a un phénomène, puis la chaîne, c'est pareil. Tout le monde bouge en bloc. Alors là, ils ont compris ça, l'industrialisation, tout le monde y va à tour de bras. Puis la pollution, ben ça, c'est le problème du gouvernement. Fait que s'ils sont en train de polluer, c'est ça que je vous dis. Ils ne contrôlent pas la pollution. Ça ne se contrôle pas, ça. Les gens, si les gars ils fabriquent des souliers, puis qu'il y a une merde, là, il a mis de l'acide, il va jeter ça dans la rivière, et tout ce qu'il veut, c'est faire ses profits, puis il reçoit des applaudissements. Non, absolument. On comprend très bien ce phénomène-là en Chine. C'est ça. Alors, un des problèmes de la Chine, j'en ai parlé tantôt, ils ont probablement 1,1 enfants par femme. C'est une population urbanisée qui refuse d'en faire plus parce que les enfants en ville, ça coûte de l'argent. Puis les Chinois ont trouvé une méthode pour assurer leur retraite, c'est-à-dire qu'ils investissent dans l'immobilier parce que c'est censé continuer de croître éternellement. Ben non, ça n'arrivera pas, là. Puis là, ils commencent à avoir des problèmes. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en Chine, vous voyez souvent des familles où il y a 4 grands-parents, 2 parents puis un enfant. Alors, évidemment, un petit enfant. Alors, le gouvernement a permis aux gens d'en avoir un deuxième il y a 7 ans à peu près. Puis là, récemment, un troisième, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas. Ils n'ont pas de place en ville pour faire ça. Les appartements ne sont pas conçus pour ça. Bon, c'était la même chose en URSS. Ils faisaient des petits appartements, ils demandaient aux gens de faire 3 enfants. Ben oui, mais il y était 5 familles qui se partageaient une cuisine. Oubliez ça, les deuxième et le troisième enfant. Alors, la population de l'URSS s'est effondrée, puis a continué de s'effondrer. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la forte croissance là, que la Chine vient de vivre, ça a été spectaculaire parce qu'ils sont 1,4 milliard, mais c'est vieux, ça s'est produit beaucoup de fois parce que ce que les gens font quand ils se décident de s'accidentaliser, ils y vont à fond de train. Puis tous les peuples qui l'ont essayé l'ont fait, puis ça se passe un peu partout dans le tiers-monde présentement, mais on n'en parle pas parce que c'est la Chine d'1,4 milliard qui est spectaculaire, qui impressionne tout le monde. Et c'est déjà en régression en Chine. Parce que comme les salaires augmentent, puis qu'ils mettent de plus en plus de lois environnementales, ben là, les usines commencent à émigrer au Vietnam, puis au Bangladesh, puis en Éthiopie. En Éthiopie, il y a une belle culture, c'est une culture chrétienne c'est une très, très bien civilisation en Éthiopie. Alors, ça a été une surprise, ça marche très, très bien, l'industrialisation dans ce pays-là. Évidemment, ça commence, on ne parle pas du Japon, là. Mais ça a été une bonne surprise pour les entrepreneurs qui ont été en Éthiopie, ça fonctionne bien. Alors, si la Chine, je peux mettre la première image, si la Chine est devenue l'usine du monde, c'est également devenu son dépotoir. Et en Chine, ils ont un énorme problème de déchets. Puis on le sait aujourd'hui, en Occident, si vous essayez d'exporter vos déchets, ça marche pendant quelques années, puis après, ça s'arrête. Pensez la deuxième. Alors ça, c'est l'industrialisation de la Chine. Les Chinois ont laissé tomber leur vieille culture. C'est plus des paysans, c'est des industriels, puis ils fonctionnent comme ça. Il y en a partout en Chine. C'est des usines qui sont tout à fait spectaculaires. Des gens, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes qui travaillent dans les usines, puis qui travaillent des heures de fou. Mais ça, c'est la population qui a plus que 30 ans. En bas de 30 ans, là, sont devenus, comme tout le monde, hein, ils sont plus exigeants, les salaires montent,
ils veulent avoir des vacances, etc. Alors, ce qui a fait la mondialisation avec la Chine, c'était parce que c'était pour faire des profits. Puis ça, c'était autant nous que eux. Alors, eux faisaient beaucoup de profits, puis nous, on avait des produits qui ne coûtaient pas cher. Alors, il y a eu une déflation depuis 40 ans à cause de la Chine. Eh bien, cette déflation-là, c'est fini. Les prix qui tombent, là, parce que les ordinateurs valaient presque plus, ça coûtait presque plus rien, etc., c'est fini. Ça commence à augmenter. C'est pour ça qu'ils se déplacent vers d'autres pays qui ont des cultures, quand je parlais d'Éthiopie tantôt, qui ont des belles cultures de producteurs. Alors, le résultat en 2022, pour donner un exemple très précis, les États-Unis, 18% de leurs importations viennent de Chine. Alors, c'est devenu quelque chose d'assez massif. Comme je l'ai dit tantôt, la Chine, elle a un défaut. On a parlé là, des mensonges, tout ça. C'est continuel, puis on ne sait jamais ce qui se passe. Il y a également le fait que, comme le gouvernement a peur de la population, parce que le monde entier a peur de la Chine. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le gouvernement chinois a encore plus peur de la Chine, parce que c'est quasiment incontrôlable. La Chine, c'est extrêmement complexe. S'il y a seulement que 1% de la population qui est en colère, vous avez 14 millions de personnes dans les rues. Ça fait, c'est incontrôlable. Puis dans les rues, dans les villes, où, notamment à Beijing, où ils veulent faire une ville, non. Il y a une ville qui va se créer. Les Chinois disent toujours qu'ils ont des plans pour faire des villes de 150 millions d'habitants. Non, non, non. C'est une ville qui se crée d'elle-même. C'est complètement anarchique. Il y a un plan, mais les gens arrivent, ça se fait. Alors, il va y avoir une ville, ça va s'appeler Bingjingji. C'est Beijing, Tianjin, puis la région qui s'appelle Jing, quelque chose en tout cas. C'est ça, là. Ça va donner 150 millions d'habitants. Quand vous avez 150 millions d'habitants concentrés autour du gouvernement qui est à Shanghai, à la place Tiananmen, c'est là qu'est le gouvernement. C'est là qu'il y a eu la révolte de Tiananmen en une vingtaine d'années, en 89, je crois. Alors, les Chinois, comme le gouvernement a toujours peur du peuple chinois, ben, il s'attaque continuellement aux gens qui ont des idées originales, comme Jack Ma, le plus grand milliardaire de Chine. Ils l'ont mis en prison. Il commençait à être incontrôlable. Il voulait faire une école de créativité. Bien, créativité, là, ben, quand vous êtes créatif dans votre domaine, ben, vous êtes créatif aussi en disant le gouvernement, là, il fait mal sa job. Bon. Fait que là, ils n'aiment pas ça. Alors, les Chinois ne sont pas créatifs. On en parlait tantôt du Japon. C'est des cultures où tout le monde travaille ensemble, travaille très bien, très discipliné. Mais vous tuez l'innovation dans des pays comme ça. Alors qu'ici, les gens, c'est sûr, qui ont des anneaux dans le nez, des tatous dans le front, puis il y en a qui sont drogués, puis qui jouent avec des guitares, puis on pense. Le rêve en Occident des jeunes, c'est de devenir chanteur populaire avec une guitare. Puis là, les filles leur tombent dans les bras, les millions, ils se promènent dans un avion, ils se droguent, ils ont du fun. Ça, c'est la partie négative de la créativité. Et toute la partie positive, qui est ce qu'on fait présentement, ce que les gens échangent dans les nouvelles ou sur les réseaux sociaux, ben ça, c'est très créatif par nature. Alors, les Chinois, c'est des travailleurs, c'est des anciens ramasseurs de riz. Là. Ils vivaient d'un bol de riz par jour. C'est des gens qui travaillent très, très bien, puis qui sont toujours en danger. Je parle des cultivateurs. Ils sont toujours en danger à cause du climat, à cause du gouvernement qui peut les agresser, à cause des bandits qui peuvent les agresser. Parce que quand vous êtes sur une ferme, tout ce que vous possédez est autour de vous. Votre maison, votre école, vos femmes, vos enfants, vos filles peuvent être violées. Bon. Alors, les Chinois sont excellents pour travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Je parle des vieux Chinois, parce qu'aujourd'hui, ils vivent en ville. Ils ont perdu le contact avec la nature, ils s'en foutent de la pollution, c'est au gouvernement. Eux, ils veulent faire de l'argent, puis ils veulent une BMW. BMW en passant. Ils aiment beaucoup les produits allemands. Alors, les Chinois sont excellents pour tout ce qui est répétitif. Excellent. Le piano, le snooker, le pool, tout ce qui est athlétisme, tout ce qui est répétitif, il faut pratiquer. Ils deviennent excellents. Badminton, ping-pong. Ping-pong, c'est quelque chose de tout à fait. Alors, ils sont également, quand vous avez une armée chinoise, si vous avez ça sur Internet, c'est fabuleux. D'abord, ils sont tellement nombreux qu'ils prennent toute la même taille de Chinois. Alors, ils mesurent tous 1,68 m, par exemple. Puis ils marchent ensemble, femmes comme hommes, puis ils marchent avec des culottes blanches, puis vous voyez plus des jambes. C'est curieux. C'est tellement rythmé
que l'armée, on dirait que c'est plus que des robots. En tout cas, c'est quelque chose d'assez étonnant. Puis ils font ça au parfait, mais c'est répété 1000 fois, là. Puis bon, alors, moi, j'ai vu des Japonais faire ces comme deux armées qui ils rentrent l'une dans l'autre, mais ils se traversent sans se toucher. Ça prend une précision, là. C'est répété, répété, répété. Puis comment ça fait que personne tombe, on ne sait pas. Alors, comment est-ce qu'ils obtiennent ça, ce fait que les gens, les Chinois deviennent si bons à copier tout ce qu'ils voient partout dans le monde, à toujours faire un produit de qualité. Les Chinois, c'est comme les Japonais des années 60. Dans les années 60, on disait les produits japonais, c'est de la cochonnerie. C'est-à-dire que c'était fait avec on ouvrait le jouet, puis c'était fait avec une enseigne de Coca-Cola. Puis ils vendaient des jouets, tout ça. Mais c'est parce qu'on leur demandait de faire ça. C'est pareil pour la Chine. Quand vous leur demandez, faites le plus de produits possible au plus bas coût possible, ils produisent exactement ça. C'est-à-dire c'est de basse qualité, mais ça ne coûte rien. Alors, mais quand vous leur demandez de travailler bien pour faire un aéroport, par exemple, tout ce qui dure longtemps en Chine, c'est très, très bien fait. Là. Les ponts, les tunnels, là, ils mettent l'argent qu'il faut. Alors, ils sont très bons pour travailler de façon très précise, de façon copiée, etc. Puis c'est à bas coût. Mais encore une fois, ça change tout ça. Alors, comment est-ce qu'ils obtiennent ça? Alors, pensez l'image que vous venez de montrer, ça fait 2 fois on la montre par hasard. Quand j'étais à l'université de Shanghai, au mois de septembre, je suis resté là 3 ans, au mois de septembre, vous aviez ça partout dans l'université. L'armée chinoise sont partout, sont peut-être, je ne sais pas, 10 000 sur le campus, puis ils restent au garde à vous quand il pleut, quand il y a un gars qui leur donne des ordres, puis ils ne bougent pas, puis ils suivent. Regardez-moi ça, c'est partout. On se dit. Wow, dans les universités, on ne pourrait pas s'attendre en Occident de voir des images comme ça d'universitaires disciplinés. L'image que vous voyez là, l'image que vous voyez là, avez-vous remarqué qu'ils n'ont pas d'armes? Non, c'est ça en plus. Ouais. Ben, savez-vous, c'est qui ces gens-là, cette armée-là? C'est les nouveaux étudiants. Les étudiants qui rentrent en Chine, les 2 premières semaines, qui rentrent en septembre, ben, ils font ça avec les étudiants pour les driller, pour qu'ils apprennent à obéir comme si c'était l'armée. Wow. Alors, c'est des étudiants, ça, c'est des nouveaux étudiants. C'est pas des gars qui vont acheter des livres. Il me semble que je vois ça, moi, à l'université à l'UQAM, là, sur Berry, là. C'est ça. Mais ça vous donne une idée. Mais quand vous faites ça, vous tuez la dissidence. Parce que vous apprenez aux gens à marcher au pas, vous apprenez l'argent aux jeunes à obéir. Ça date de la naissance, là. En Chine, là, bon, les plus jeunes, j'ai été dans des camps de vacances en Chine pour les enfants, sont devenus très, très bébés gâtés, mais il n'en demeure pas moins que la discipline, c'est quelque chose de très... Mais M. Nantel... Ils ont des qualités remarquables, mais ils ne sont pas créatifs. Mais qu'est-ce qui explique aussi ça aussi? C'est la densité de population que là, 1,4 milliard, on ne gère pas la population comme on peut gérer ici au Québec, mettons 8 millions dans un grand territoire. Inévitablement, on doit être un peu plus rigide, non? Il n'y a pas... Écoutez, nous, on est des colons. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait 4 siècles qu'on existe. Puis on est des colons, on arrivait dans un pays neuf, puis la révolution culturelle qui s'est produite avec les premiers 1000 Québécois qui sont installés, ont changé les maisons, ont changé les méthodes de chauffage, ont changé la méthode de conserver la nourriture. Ils ont adapté la nourriture qui venait des Amérindiens. Il y avait des diplomates qui allaient bâtir des ententes parce que nous, au Québec, on ne massacrait pas les Autochtones, c'était tous nos amis. On avait des relations commerciales. Les gens allaient se perdre à 4000 km, 5000 km du Québec pour faire du commerce. Ça en prend des grosses comme ça là, pour avec 2-3 canaux là, pour aller acheter des fourrures. Bon, alors, les gens étaient extrêmement créatifs. Et toute la méthode, tout ce dont les gens profitent aujourd'hui, la souffleuse à neige, c'est une invention québécoise, la motoneige, etc. On a inventé un paquet de trucs pour vivre dans un pays avec une technologie qui venait de France. Ça a été extrêmement créatif, extrêmement rapide. Quand on était des colons, ben c'est nous qui avons développé les barrages, qui avons développé la ligne 735 pour amener de l'électricité du Nord où il neige, puis il y a du verglas, tout ce que vous voulez. Alors, on est des colons, les Américains, c'est pareil, on créait. La richesse venait vraiment du peuple. Comme je dis tout le temps, la démocratie en Amérique du Nord, elle est venue de la liberté et non pas. Et ici au Québec, oui, on avait un roi de France, la raison pour laquelle il fallait qu'on se tienne ensemble, parce qu'on était 70 000, les autres étaient 1,5 million.
on avait affaire à se tenir les coudes. Mais tous les gouverneurs le disaient, ils sont complètement hors contrôle. Il y en a le tiers des hommes foutaient le camp dans l'Ouest pour aller chercher des femmes, il n'y avait pas de femmes. Alors, ça a donné les peuples métis qu'il y a dans l'Ouest. Et le résultat, c'est qu'on est des créateurs, nous. En Europe, vous avez tellement de nations que quand un gars comme Rousseau ou Voltaire commençait à dégoiser contre la religion, tout ça, il n'arrivait pas à pogner. Voltaire, il habitait juste sur le bord de la frontière. Il fait se sauver. Il fait se sauver en Suisse ou il fait se sauver en France. Comment il s'appelle? Voyons, encore les philosophes, là, ils allaient se sauver en Hollande, ils se sauvaient en Angleterre. Karl Marx était en Angleterre pour écrire ses livres. En allemand, ça a été traduit après. Fait que c'est très créatif à cause de ce qu'on a. On est des gens qui bougent beaucoup. On est des créatifs, des colons, pas les Chinois. Les Chinois, c'est des paysans. Ils restent sur la même terre pendant 100 000 ans. Ah, j'exagère. Mao Tse-tung racontait une bonne histoire là-dessus. Il dit, un jour, il a rencontré un paysan qui avait une petite terre, puis il était en train de piocher dans la montagne. Il s'est approché, puis il a dit au paysan, évidemment, c'est un conte, hein, c'est pas réel. Il a demandé au paysan, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train d'enlever la montagne pour me faire un champ. Ben ouais, mais tu n'arriveras jamais à enlever la montagne, tu es tout seul. Tu es tout seul, tu n'arriveras jamais à enlever la montagne. Il dit, pas moi. Mais mon fils va faire pareil, mon petit-fils va faire pareil, puis à un moment donné, la montagne, elle va être enlevée. Bon, ça, c'est la mentalité chinoise. Alors, c'est un travail gigantesque. Ils ont fait ça, c'est ça que j'expliquais dans le temps de Mao. Ils servaient des gens comme de pelles mécaniques, transportaient des paquets de terre dans leur... Bon, alors la Chine a explosé quand ils ont décidé de partir, en partant, avec la meilleure technologie qu'il y avait sur la planète. Des pelles mécaniques, puis des escaliers mobiles, les Chinois, ça a été une révolution. Puis même les gens qui ont 60, 70 ans aujourd'hui en Chine, là, ils ne reconnaissent pas du tout la Chine. Là. Ils savent que ça ne marchera pas, mais en tout cas, tout le monde espère que ça va marcher. Alors, la Chine, les Chinois, il y a une chose qui se passe avec les Chinois. Ils se sont occidentalisés. Ils ont tout rejeté, la culture chinoise, sauf la nourriture, bien sûr, parce que c'est bon, les baguettes, les symboles, là, les signes là, pour lire, l'alphabet, qui est complètement irrationnel. Mais la raison pour laquelle ils l'ont gardé, c'est parce qu'ils veulent garder la Chine ensemble. Parce qu'en Chine, il y a un paquet de langues, un paquet de dialectes, et ils ne se comprennent pas les uns les autres. Celui qui habite dans le Sichuan ne comprend pas ceux qui habitent près de Canton, puis eux ne comprennent pas ceux qui habitent dans le nord, dans l'Heilongjiang, etc. Alors, il y a un paquet de langues, puis pour garder l'unité de la Chine, ils ont gardé les idéogrammes. Mais ils ont gardé ça. Mais tout le reste, c'est l'Occident. C'est tout occidentalisé. Comme je disais, ils ont volé toutes les cultures, tout ce qu'ils peuvent voler on peut en Occident. C'est systématique. Puis là, les Américains commencent à réaliser que ça coûte des milliards de développer des fusées qui se posent sur le sol. Alors, eux autres, ils volent ça. Ça leur coûte rien. Bon. Alors, l'Occident commence à se défendre contre ça. Mais même si les Chinois ont rejeté leur vieille culture pour s'enrichir, puis ça, c'est leur but, puis ça a toutes sortes d'effets dans la population, il en demeure pas moins que les Chinois, ils comprennent absolument pas ce que c'est que tout ce monde qui vient de partout, parce que tout le monde va en Chine pour apprendre comment ils ont fait. Alors, il y a des hommes noirs, il y a des hommes blonds, il y a des papous. C'est quoi? C'est la Slovénie, le Salvador, le Centrafrique, le Bhoutan, la Lettonie, le Paraguay, Haïti. Ils ne comprennent rien de ça. Pour eux autres, il y a des Noirs, puis il y a d'autres Asiatiques, mais ils voient bien qu'en tout cas, ils sont réfractaires à tout ça parce qu'ils n'ont jamais été pénétrés comme ça par des peuples qui viennent de partout, qui parlent toutes sortes de langues, ils ont toutes sortes de religions bizarres, qui comprennent mal. Alors, la Chine est une culture fermée, mais ils ont quand même abandonné l'idée de siniser. Siniser, c'est faire des Chinois avec les étrangers. Par exemple, à l'Université de Shanghai, où j'ai passé 3 ans, tous les cours, sauf ceux qui le demandent, il y en a juste un Camerounais très brillant qui faisait ses études en chinois. Toutes les études sont en anglais pour les étrangers. Ils n'essayent même pas c'est pas possible. J'ai essayé d'apprendre ça, c'est fou. Vous apprenez deux symboles, 2 signes, et vous en oubliez un. Bon, ça n'a pas de bon sens. Fait que les gens laissent tout tomber ça. OK, c'est pas grave. Alors, les Chinois, ils copient tout de ce qui vient de l'Occident, même nos erreurs. Alors, ils copient, par exemple, tout ce qui est la question de la croissance, là, qui vient de 2 siècles et demi
de révolution industrielle. Alors, ils ont tout pris ça. Alors, leurs économistes continuent de parler de croissance. Ils parlent de, même si la Terre la planète est moribonde, ils continuent de vouloir croître à tour de bras. Mettez l'image suivante, mais partout sur la planète, des courbes comme ça, là, vous pouvez les remettre, c'est des courbes qui montent jusqu'au ciel, là, ça explose. Puis ils ont ça également en Chine. Puis c'est très clair que ça ne sera pas possible, les courbes crèvent le plafond. Alors, la Chine, pour réaliser cette croissance-là, c'est la même chose que si vous voyez sur ces cartes-là. Tout le monde, partout, la dette, la production, etc. Or, on le sait, sur la planète, désormais, on manque de tout. On manque de tout parce que tout le monde fouille dans les mêmes trucs pour faire des voitures, puis des machines, puis des ordinateurs. Ben, on manque de cobalt, on manque de pétrole, de sable, on manque d'eau, on manque de tout. Bon. Alors, la Chine manque de ressources. Et son problème à la Chine, c'est que non seulement la Chine manque de ressources, mais elle gaspille les matières premières qu'elle va chercher au bout du monde pour fabriquer des villes fantômes, comme la ville d'Ordos dans le nord de la Chine. Il y en a des dizaines et des dizaines de ces villes-là en Chine. Tout est construit, les rues avec 8 voies de circulation. Vous avez des buildings de centre-ville, même des affiches de McDonald's, puis je ne sais pas si Amazon est là, mais en tout cas, ils ont tout ça. Il n'y a personne dans la ville. Une ville conçue pour 1 million d'habitants, il y a 100 000 habitants. Ils ont de la misère à les remplir. Alors, ils gaspillent les matières premières qu'ils vont chercher à grande dépense au bout du monde pour fabriquer des villes inutiles. Ils ont également, à cause d'un truc qui existe dans la loi chinoise, il y a des centaines de milliers de voitures neuves qui rouillent dans les champs en Chine parce que les gens sont favorisés s'ils produisent plus de voitures. Enfin, il y a un truc là mais c'est du gaspillage de ressources, des ressources rares qui sont sur la planète. Les Chinois se battent pour les prendre aux Occidentaux, les prendre aux autres peuples. Pour faire quoi? Pour les laisser rouiller. Alors, il y a toutes sortes de folies. En Chine, il y aurait 60 millions d'appartements qui ont été construits avec des matières premières qui viennent du bout du monde. 60 millions d'appartements qui ont été construits, qui ont été vendus, qui ont été achetés, puis qui sont vides. Parce que les gens se préparent une retraite en investissant dans l'immobilier. Bien là, vous avez un problème immobilier gigantesque en Chine, puis il faut l'arrêter parce que ça dépend des sources. Encore une fois, les chiffres ne sont jamais fiables. Mais ça varie de 10 à 30 du PIB de Chine qui est concentré à la construction immobilière. Moi, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est 20 20 c'est énorme parce que la grande partie est complètement vide. Alors, c'est des gaspillages monstres qui viennent puis ça crée présentement un effondrement immobilier. Et il serait possible, vous savez qu'en 2008, c'est les États-Unis, les subprimes, l'immobilier qui s'est effondré, puis ça a fait une crise mondiale. Si la Chine, il est possible qu'à cause que le gouvernement ment, qu'on ne sache pas qu'il y a quelque chose d'immense qui va sortir de Chine. Si ça sort de Chine, puis qu'ils ont un problème comme la crise des subprimes, ça va être 10 fois plus gros que ce qu'on a vécu en 2008. Alors, la crise pourrait très bien venir cette fois-ci de la Chine à cause de l'effondrement de son secteur immobilier. Alors, maintenant, la Chine, il faut qu'elle aille chercher les matières premières dont elle a besoin. Alors, la Chine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est loin de tout. Vous voyez ici la zone rouge, c'est là que vivent les Chinois. La vaste majorité, 90% des Chinois vivent dans cette zone rouge-là. Alors, regardez, ils sont loin de tout, même de l'Australie, de l'Afrique, des 3 Amériques, de l'Europe, du Moyen-Orient pour aller chercher le pétrole. Alors, le problème de la Chine, c'est qu'elle est loin de tout. La Sibérie, ce n'est pas des Chinois qui habitent là, c'est contrôlé par les Russes. Et après Poutine, il n'y aurait seulement que 30 000 visas permanents qui ont été donnés à des Chinois en Sibérie. Les Chinois ne veulent pas aller se geler en Sibérie. Il y en a qui le font, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on se faisait dire il y a quelques années, des millions et des millions. Apparemment, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas été en Sibérie, je ne l'ai pas vu. La nourriture en Chine, elle est très loin de la Chine qui est polluée parce que ce que les Chinois font, comme c'est devenu le dépotoir du monde, bien, les champs sont en train d'être, les champs, les sources d'eau, les nappes phréatiques, les 3 grands fleuves de Chine sont pollués au-delà de tout.
Et ils font pousser, les paysans font pousser de la nourriture avec de l'eau qui est de plus en plus contaminée. Quand j'étais là-bas, 10% du riz vendu dans les magasins était contaminé aux métaux lourds. C'était quelque chose de tout à fait clair. Et là, on parle d'une dizaine d'années. Maintenant, la Chine, elle est loin de tout. Elle est également loin de tout. Vous le voyez, la zone rouge. Il y a toute la partie à gauche là, de la zone rouge. C'est encore la Chine. Alors, la Chine, elle écrase les minorités qui vivent au Tibet, qui vivent au Xinjiang, c'est les Ouïghours, et dans la Mongolie intérieure. Alors, ils essaient de peupler, d'ailleurs, ils sont devenus majoritaires dans ces pays-là, mais ça n'a pas changé la cohésion de ces peuples-là. Alors, ils sont obligés d'écraser les gens qui forment des minorités cohérentes, surtout les Ouïghours. Puis n'oubliez pas, parce qu'on va en parler tantôt, les Ouïghours, c'est des musulmans. Puis tout le reste du monde musulman sait que les Chinois sont en train d'essayer. Ils ont mis 1 million, ils sont 10 millions les Ouïghours. Ils ont mis 1 million en prison dans les Laogai. Alors dans les Laogai, évidemment, ce sont de jeunes hommes. On réalisé 1 million de jeunes hommes sur une population de 10 millions, ça fait une grosse proportion de la génération productive. Alors, il y a vraiment une tentative de détruire le peuple ouïghour. Évidemment, des musulmans dans le reste du monde, ben, ils n'aiment pas ça qu'on tue des musulmans. Alors, ça va faire des problèmes à la Chine. Maintenant, ça, c'est à l'intérieur de la Chine. D'obstacles naturels très importants. Alors, vous avez, vous le voyez ici, là, la zone peuplée de la Chine, on la voit encore. Il y a un océan, bien sûr, qui est autour de ça. Les Chinois n'ont jamais été un peuple océanique. Aujourd'hui, ils font des affaires dans le monde, mais ça n'a jamais été un peuple à aller coloniser l'Amérique ou non, ils n'ont jamais fait ça. Ils vivent à l'intérieur de la Chine, sur la côte est. Alors, vous avez les océans qui sont à l'est et au sud. Vous avez d'immenses montagnes, les plus hautes du monde, au sud-ouest puis à l'ouest, c'est-à-dire le Tibet, puis l'Himalaya, puis les montagnes qui vont avec ça. Et vous avez des déserts au nord. Puis au-delà de tout ça, encore plus au nord, vous avez bien sûr la Sibérie qui est un désert froid. Alors la Chine est loin de tout et en plus de ça, elle a d'immenses obstacles à vaincre seulement pour aller voir ses voisins. Alors ça vous donne une idée, ils ont un énorme problème géographique. Maintenant au niveau humain, la Chine est entourée par des ennemis, des gens avec lesquels elle s'est battue. Au 20e siècle, on parle du 20e siècle. Alors, ils se sont battus récemment avec l'Inde, ils se sont battus avec le Vietnam en 79, la Corée dans les années 50, le Japon dans les années 30. Vous avez en 1969, il y a eu, ça n'a pas été une guerre, mais ça a été un conflit là, sur l'Amour, le fleuve Amour, entre l'URSS et la Chine. Et tout le monde, tous ceux qui entourent la Chine ont peur de la Chine. Alors, vous avez également, la Chine a des prétentions, ça tout le monde en entend parler. En mer de Chine du Sud, ils utilisent leur masse, puis ils poussent le monde, ils sont comme ça. Les gouvernements chinois, c'est des brutes. Ils ont toujours fait ça avec leur population, avec les Ouïghours, les Tibétains, ils font ça avec leurs voisins. Ils ont décidé, on s'approprie ça contre la loi internationale, ils prennent les eaux territoriales, ils installent des forces armées sur des îlots artificiels qu'ils ont créés eux-mêmes. Évidemment, ils se font des ennemis des Philippines, de la Malaisie, du Brunei, du Vietnam. Évidemment, tous les autres voisins, ils disent la seule raison pour laquelle ils nous embêtent pas, c'est parce qu'ils sont encore trop loin de nous. Mais tout le monde a peur de la Chine. Alors, le résultat, c'est que c'est extrêmement malhabile et c'est très difficile de comprendre pourquoi est-ce que les Chinois font une erreur pareille. Mais ils se disent, on est fort, on est capable de le faire, on peut le faire, donc on le fait. Et ils prennent ça idée par idée, sans réaliser que, oui, ils sont 1,4 milliard. D'abord, ça diminue très rapidement. Ça va tomber à 800 millions si ça dure comme c'est là. Ils vont tomber à 800 millions en 2100, d'après moi, beaucoup plus bas, parce qu'il y a toutes sortes de... Toutes les catastrophes qui vont survenir au 21e siècle, ben, ils vont recevoir des claques sur la gueule. Alors, moi, je dis, la population humaine va tomber, puis celle de la Chine, entre autres, surtout s'ils continuent de détruire leur pays, va tomber encore plus vite. Mais ils se font des ennemis un peu partout. Oui, ils sont 1,4 milliard, mais nous, tous ensemble, on est 6 milliards. Si on se met tous ensemble contre la Chine, ils vont avoir beaucoup de mal. Notamment l'Inde, d'ici 1 an ou 2, va être plus peuplée que la Chine. Alors, l'Asie, c'est un continent où les peuples ne s'aiment pas.
où les peuples se sont massacrés, les Japonais, les Chinois, s'ils ont une chance de se venger des Japonais après ce qu'ils ont fait à la Deuxième Guerre mondiale, ils vont le faire. Puis les Japonais, c'est un peuple courageux, même s'ils sont décadents, là, puis ils perdent de la population. C'est pas fait encore. Les Vietnamiens ont pour leur dire qu'ils ont battu la France, ils ont battu les États-Unis, puis ils ont battu la Chine en 79, puis ils sont capables de, bon, est-ce qu'ils vont être capables de le faire, je ne sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que la Chine se met à dos tous ses ennemis, et vous avez, par exemple, la Chine n'a pas vraiment d'alliés véritables. Les alliés qu'ils ont, les Chinois, sont pas fiables. Le Pakistan, la raison pour laquelle il est allié avec la Chine, bon, c'est parce que d'abord, la Chine s'en sert pour faire rentrer, va s'en servir pour faire rentrer du pétrole par le Pakistan qui va rentrer par le nord-est de la Chine, ce qui est très loin de l'endroit où vivent des Chinois en Chine. Et il se sert également du Pakistan pour embêter les Indiens sur leur flanc ouest. Autrement dit, ils coincent l'Inde entre deux feux. Mais ça, le Pakistan, ils font juste ça pour servir leurs intérêts, pas pour servir les intérêts de la Chine. Alors, vous avez également la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle a des bombes atomiques. Puis moi, ça fait longtemps que je pense à ça, puis c'est sûr que les Chinois y pensent. Là, ils développent des bombes atomiques, supposément contre les États-Unis, mais il n'y a rien qui empêche d'utiliser ça contre la Chine. Si jamais la Chine envahit la Corée du Nord, ils peuvent très bien réorienter leur foutu fusée. Puis comme tout le monde se déteste en Asie, des haines pu finir qui datent de millénaires, ben, le petit con là, qui est en Corée du Nord pourrait très bien se défendre pour éviter de perdre le pouvoir contre la Chine en bombardant Beijing et la ville de 150 millions d'habitants qui est en train de se créer autour de Beijing. Or, c'est un allié qui est très dangereux, surtout s'il se procure des sous-marins d'attaque. Parce que les sous-marins d'attaque, on ne sait pas comment les repérer. C'est un gros problème mondial. On ne sait pas comment les trouver dans l'océan. Aujourd'hui, on a de très bonnes technologies pour ça. Vous avez également la Russie. La Russie, présentement, ce que fait la Russie, les gens disent la Russie se met avec la Chine. Non, la Russie a toujours eu peur de la Chine. Toujours. Ils se sont battus contre eux en 69. Ils ont toujours craint. Mais par contre, il faut dire que du temps de Staline, Mao Tse-tung allait en Russie, c'était des grands amis, c'était deux pays communistes, puis Mao Tse-tung avait dit à Staline, ben pourquoi qu'on ne fait pas un seul pays avec tout ça? Staline dit, non, évidemment que non, parce que il était déjà 1 milliard, puis même si l'URSS était 350 millions, il aurait pris le contrôle de toute l'URSS, alors il n'y en était pas question. Et d'ailleurs, quand la Russie a vu que la Chine était devenue assez puissante pour être sur le point d'avoir des bombes atomiques, ils ont tout coupé. Ils ont coupé toute la technologie nucléaire. Ils n'en envoyaient pas la Chine l'a développée par elle-même. Alors, ce que fait la Russie présentement, c'est sûr qu'elle vend son pétrole à la Chine parce que les Européens ont fait la bêtise d'attaquer la Russie, puis ils vont être obligés de céder les Européens. Ça va être assez humiliant, sauf si Poutine est assez habile pour ne pas les laisser être humiliés. Mais ce que fait vraiment la Russie, c'est qu'il joue la Chine contre l'Inde. Parce que ce que fait la Russie, c'est qu'elle dit je vais donner du pétrole à l'Inde, puis je vais donner du pétrole à la Chine. Alors là, c'est deux ennemis, ça. Alors, la Russie pourrait très bien s'en tirer en faisant une balance entre la Chine et l'Inde. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Les Russes sont également en amitié présentement avec les producteurs de pétrole, parce que la Russie est un des 2 plus grands exportateurs de pétrole au monde. Alors, c'est l'OPEP+. Et la Russie, là, elle joue sur tous les tableaux parce que c'est une puissance centrale qui peut rayonner dans tous les sens. Et quand ça va se finir, cette histoire-là là, de l'Ukraine, les Européens vont être obligés d'accepter qu'ils sont dépendants de la Russie, même s'ils ont des réacteurs nucléaires, tout ça. La Russie va vendre le pétrole tellement pas cher, le gaz tellement pas cher que la simple logique économique veut que la Russie va recommencer à vendre puis va avoir le couteau sur la gorge de l'Europe. Puis les Européens, ils ont plus les capitaux, ils ont plein de dettes, ils ne seront pas capables de tout changer ce qu'ils veulent faire. Mettre des panneaux solaires sur toutes les maisons en Europe, puis les changer à tous les 30 ans, ça coûte une fortune. Puis les Européens n'ont plus ces fortunes-là, ils n'ont plus les jeunes pour payer, ils n'ont plus la créativité. Alors, l'Europe est en mauvaise position par rapport à la Russie. Alors, la seule chose que je veux dire, c'est que la Russie joue ses intérêts. C'est pas vrai que c'est un allié de lui. Ils ont fait ça dans le temps des communistes, ça n'a pas marché.
il se méfiait de la Chine, puis ça continue. Alors, une autre chose que je voulais montrer, vous voyez dans le nord, la ligne rouge que j'ai mis, ça, c'est le futur corridor contrôlé par la Russie. La Russie a plein de villes le long de l'océan Arctique. L'océan Arctique est un océan russe. Et le passage du nord-est qui va au nord de la Russie, la Chine va en avoir besoin pour exporter vers l'Europe. Elle ne contrôle pas cette route-là. Elle la contrôlera probablement jamais, sauf s'ils envahissent la Russie et la Sibérie. Puis les Russes ont des bombes atomiques, c'est sûr qu'ils vont s'en servir s'ils se sentent envahis. Alors, ah oui, une autre chose que les Russes ont réalisé, c'est que maintenant que la Chine a un problème démographique gigantesque et insoluble, les Russes, même s'ils perdent de la population, ils savent que la Chine va les dépasser et va les rattraper et les dépasser en dénatalité. Alors ça, c'est quelque chose qui va se produire partout sur la planète. Les populations vont être obligées de s'habituer à être d'abord 1 milliard, puis après 800 millions, 600, puis 500, puis 400, puis ça va baisser jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau tolérable pour les environnements. Quand les environnements naturels vont être capables de supporter la population humaine va se stabiliser à peu près à ce niveau-là, va monter un peu, baisser un peu, mais ça va être, ça on ne sait pas faire ça, mais ça va être une mentalité de décroissance généralisée. Puis les Russes ont réalisé. Les Russes disent, ben, les Chinois, ils vont nous rattraper en dénatalité, ils vont nous dépasser. Fait qu'ils vont être de moins en moins dangereux parce que le rapport des populations qui baisse, celui qui baisse le moins vite, c'est lui qui gagne. Bon, en tout cas, c'est une mentalité tout à fait nouvelle qu'on ne connaît pas. Alors maintenant, les lignes de communication de la Chine pour communiquer avec le reste du monde. Vous voyez ici que la Chine, je l'ai montré tantôt, c'est une puissance continentale. Les Américains qui sont la grosse superpuissance qui va le rester malgré qu'il va y avoir une guerre civile aux États-Unis, tout ce que vous voulez. Les Américains ont un avantage, ils ont presque tous leurs ports sont dans des mers chaudes, il n'y a pas de glace là-dedans, alors que ce n'est pas le cas de la Russie. Les Américains ont accès à 3 océans. Ils contrôlent les 3 Amériques, l'Australie, l'Europe, tous les pays qui sont le long des océans dans le monde. C'est une puissance atlantique, une puissance pacifique, c'est une puissance maritime qui va toujours bénéficier des avantages économiques de cette position-là. Alors que la Chine, elle, pour aller chercher toutes les matières premières dont elle a besoin, eh bien, elle doit passer par les océans, elle doit passer par les continents. Alors, ce qui se passe, c'est que les Américains contrôlent presque tous les points d'étranglement du commerce maritime sur la planète. Le commerce maritime, c'est extrêmement économique parce que l'eau peut porter des millions de tonnes. Il y avait des bateaux, ils planifiaient de faire un bateau d'1,5 million de tonnes. Ça n'a pas été fait, mais vous pouvez mettre un immense bateau avec beaucoup de matériel dedans, puis vous pouvez aller partout sur la planète. 71% de la surface du monde, c'est des océans. Alors, c'est extrêmement économique. Alors que quand vous êtes un pays comme la Chine, regardez les points ou les pays amis des États-Unis. Il y en a partout, sur tous les continents, tout sur le long des côtes. Ça comprend également l'Inde, qui devient de plus en plus un allié des États-Unis, ou de l'Occident, ou du monde entier. En fait, prenez ça comme vous voulez, qui que ce soit qui contrôle, ça va toujours être la puissance maritime contre la puissance continentale. C'est comme ça depuis qu'on a inventé des bateaux capables de faire le tour du monde. Alors, les Américains contrôlent les points d'étranglement partout sur la planète, directement ou par alliés interposés. Et les alliés interposés, ils critiquent les États-Unis, beaucoup de jalousie là-dedans, mais il y a également le fait qu'ils en ont besoin. Alors, quand il y a un problème dans le monde, qu'est-ce qu'ils font en Ukraine ou n'importe où? Ils vont voir les États-Unis, aidez-nous, donnez-nous des armes, donnez-nous de l'argent, etc. Les Africains veulent qu'on paye leur dette à tous les 15-20 ans. Ils veulent qu'on fasse les recherches pour les sauver de la tuberculose, de la malaria ou de l'Ebola. Ils veulent qu'on aille aider leurs réfugiés. Ils veulent que, bon, à un moment donné, quand l'Occident ne pourra plus payer, il va falloir que l'Afrique se débrouille toute seule. Elle n'est pas habituée de faire ça. Alors, c'est des problèmes qui vont se créer. Puis les Américains, l'Occident est très, très utile pour l'instant. Vous allez voir que l'océan Pacifique, la Chine essaie de sortir par l'océan Pacifique et par les mers. Ça, ce sont les routes de la soie. Mais vous voyez que la route de la soie, ça, c'est vous avez au nord, là, en bleu, c'est la route de la soie terrestre. Parce qu'il y a 2 routes de la soie que la Chine est en train de rétablir. C'est les 2 routes de la soie qui existaient dans le temps de Marco Polo.
ça passait soit par les mers ou soit par la terre. Mais la route de la soie chinoise, elle passe à travers près de la Russie, elle passe à travers des pays islamiques. Or, les Chinois massacrent les Ouïghours, qui sont musulmans. On voyait très bien que c'est n'importe quel fou, parce qu'il y en a beaucoup, là, les islamistes, des fous. Alors, ils vont attaquer la route de la soie, ils vont tuer les camionneurs, ils vont... Bon, alors tout le monde est sur les flancs de la route de la soie terrestre. Maintenant, si vous passez à l'image suivante, vous avez la route de la soie en rouge, la route de la soie maritime. Bien, là aussi, ils ont des ennemis sur tout le long. Leurs lignes de communication sont menacées. D'abord par le Japon, puis ça ne s'est jamais réglé, l'affaire de la Deuxième Guerre mondiale, mais le Japon est sur le flanc de la route de la soie chinoise qui est maritime. Taïwan, on verra ce qui arrivera dans le futur. Tous les pays qui agressent les Chinois dans la mer de Chine du Sud, comme les Philippines, la Malaisie, le Vietnam, ils sont sur les flancs de la route. Vous avez le détroit de Malacca qui est sous le contrôle des Américains et sous le contrôle de la Malaisie et de l'Indonésie, qui sont des pays musulmans et qui sont... le détroit de Malacca est un des détroits les plus importants sur la planète présentement. C'est par là que passe la majeure partie du pétrole importé par la Chine. Vous avez également l'Inde, qui est une ennemie de la Chine, puis qui est directement sur ce flanc-là. Puis ensuite, vous avez tous des points d'étranglement dans la région du Moyen-Orient qui sont contrôlés par les amis des États-Unis et par les pays musulmans. Ils sont, encore une fois, pas contents que la Chine martyrise. Et vous avez également l'île de Diego Garcia, qui est dans l'océan Indien, qui est des bases américaines. Autrement dit, les Chinois, au niveau économique, sont très, au niveau géographique, sont très exposés. Là, ils se servent de leur force, mais qu'est-ce qui va arriver quand ils auront presque plus de jeunes à mettre dans leur armée? Depuis, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les familles d'enfants uniques ne tolèrent pas qu'on fasse tuer leurs enfants. Si vous avez 1 million de morts dans une armée chinoise de nos jours, là, ben, c'est 1 million, pas complètement, là, mais c'est peut-être 700 000 familles qui meurent, qui disparaissent, parce qu'ils ont un enfant. Puis souvent, un enfant, c'est une fille. Vous voyez immédiatement le problème. Si vous avez 1 million de soldats qui meurent, vous avez 700 000 familles qui meurent avec ça. Ça, la population ne tolère pas. Alors, comme j'ai dit tantôt, le gouvernement chinois a beaucoup plus peur de la Chine que nous. Ils ont beaucoup plus peur. Bon. Alors, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Maintenant, pour essayer d'éviter le détroit de Malacca, les Chinois ont développé la route qui passe à travers la Birmanie, mais ils dépendent de la Birmanie. Mais il y a un pipeline qui passe à la Birmanie. Ils veulent également passer par le Pakistan, où je l'ai parlé tantôt, pour essayer de faire passer un pipeline. Mais là, il faudrait traverser les Himalayas. C'est toujours le même problème. Quand vous avez un super tanker qui a 1 million de tonnes, plein de pétrole, il fait faire le tour du monde, ça ne coûte pas trop cher. Mais quand le même pétrole doit franchir les Himalayas, qui ont 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 mètres d'altitude, ça coûte les yeux de la tête. Alors, la Chine, à long terme, va s'épuiser à essayer de lutter contre les États-Unis. Et c'est l'intérêt des États-Unis de gagner du temps avec la Chine. Ça, c'est même si les États-Unis devaient connaître une crise intérieure. Moi, je m'attends à ça, là, ça a l'air de ça. Là. Mais quand ils vont se réveiller de cette crise-là, les Américains vont reprendre leurs avantages naturels et la Chine n'arrêtera pas, elle, de dégénérer à cause de ces problèmes de pollution, d'éloignement. Alors maintenant, j'ai dit tantôt, que les Chinois d'aujourd'hui sont concentrés dans les villes où se trouve le gouvernement. Alors, quand il y a eu la révolte de la place Tiananmen en 89, je crois, en 89, ça s'est passé à quelques centaines de mètres du Parlement chinois, où se décide tout. C'est là qu'est installé le gouvernement chinois, sur la place Tiananmen. Et de nos jours, quand vous allez à la place Tiananmen, j'y étais à plusieurs reprises, c'est plein de soldats. Ils passent en rang, boum, 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 puis il y a des policiers qui vérifient tout le monde. Moi, je dirais que peut-être 10% des gens sur la place Tiananmen qui sont de la sécurité. Puis il y a des groupes, là, comment on appelle ça, des camps, là, pas loin, là. Fait que si quelqu'un essaie de recommencer à la place Tiananmen, ils n'hésiteront pas, ils vont rentrer dans le tas. Parce que là, c'est le gouvernement qui risque de se faire balayer. Et ils ont vraiment eu peur de ça en 89, et ils ont vaincu les Chinois en faisant venir la partie de l'armée qui était formée de minorités.
qui souvent qui parlent mal le chinois, alors, ils n'ont pas pu fraterniser contre les Chinois, qui de toute façon, ils détestent, c'est des minorités qui sont écrasées. Alors, la Chine, c'est une gérontocratie. Gérontocratie, c'est le gouvernement par des vieillards. Et les vieillards, c'est des gens qui ont été formés dans les années 60, 70. Ils ont des mentalités qui ne sont pas adaptées aux problèmes modernes, notamment les problèmes de détérioration environnementale. Alors, c'est un énorme problème. Et au niveau historique, les Chinois, le gouvernement chinois, dans l'histoire, ça n'a pas changé. S'il était au pouvoir, c'est parce qu'il avait le mandat du ciel. C'est que le ciel, les dieux, permettaient au gouvernement de se maintenir. Et si les dieux étaient choqués contre le gouvernement, qu'il y avait une famine qui durait 5-6 ans, là, dehors, tu as perdu le mandat du ciel. Puis là, n'importe qui dans le gouvernement peut tuer le chef d'État pour prendre sa place. Ça peut être son cousin, ça peut être n'importe qui d'autre. Oui. Alors, il y a eu en Chine... c'est un truc très drôle qu'a fait Montesquieu. Montesquieu, il écrit, il dit, la Chine a eu, je ne sais plus combien de dynasties, de 24 dynasties. Il dit, c'est parce que les gens qui étaient complètement corrompus dans les palais, avec les femmes, les eunuques, l'homosexualité, puis enfin l'alcool, tout ça, il dit, ils dégénéraient, puis il n'avait plus de courage. Puis là, il y avait un groupe qui avait du courage, qui rentrait dans le palais, qui massacrait tous ces gens-là qui étaient corrompus. Puis il dit qu'il prenait le pouvoir. Puis il dit là, la deuxième, troisième génération du gars qui avait conquis, ben, il rentrait dans les mêmes palais, puis il retombait dans le même processus, ce qui fait qu'il y avait encore un autre qui rentrait. Puis il dit pendant ce temps-là, la Chine a continué son petit train-train, et les dynasties succédaient à coups de massacre parce qu'ils avaient perdu le mandat du ciel. Alors, j'en ai parlé tantôt, les Chinois pensent en réseau. Est-ce que j'en ai parlé pendant cette vidéo? Oui. On a parlé avant. Alors, la Chine est très bien organisée, mais elle n'est pas adaptable parce que c'est des vieux qui dirigent la Chine. Et surtout en cas de crise. Alors, ils n'ont jamais eu de grosses crises économiques comme nous. C'était des paysans. Puis après, ça a très bien marché. Ça a été un boom économique. Monsieur Nantel, vous êtes en train de me dire que des sociétés dirigées par des vieux, donc ça ira pas bien aux États-Unis. Pelosi, 82 ans. Monsieur Biden, 79. Mais donc, vous êtes en train de... Mais qu'est-ce que vous venez de me dire? Vous venez de me dire que vous pensez que ça ne marchera pas, mais ça ne marche pas. Voilà. Biden est complètement parti. Pelosi, elle a fait une affaire, il essayait de l'empêcher d'aller à Taïwan, elle l'a fait pareil. C'était une provocation imbécile et inutile. Elle a 80 ans. J'ai rien contre les personnes âgées. Ben non, moi non plus. Les Chinois eux-mêmes disent le coût à payer pour ne pas s'occuper des personnes âgées ou ne pas les respecter, c'est de ne pas être respecté, qu'on ne s'occupe pas de nous quand on va être vieux. Voilà, bien sûr. C'est très simple à comprendre, ça, M. Nantel. Très belle parole. C'est comme mettre le feu dans la maison où nous dormirons ce soir. C'est complètement imbécile de faire ça. Il faut respecter les personnes âgées. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'une gérontocratie, ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas adaptables. Ah oui, les Chinois pensent à long terme, avec des vieilles idées qui sont plus adaptées au monde moderne. On rentre dans une époque de décroissance. Puis personne sur la planète a les techniques, les concepts, les théories qui vont permettre de vivre un monde en décroissance. Alors, nous, comme on est extrêmement adaptable, en Occident à tout le moins, on invente toutes sortes d'affaires, on va s'adapter. Pas tout le monde, il y en a un paquet qui vont avoir du trouble, mais il y en a qui vont très bien s'en sortir de la crise qui commence. Vous avez quelque chose à dire, allez-y? Non, allez-y, M. Nantel, on continue. Écoutez, les gouvernements chinois, les Chinois, c'est un peuple, les Chinois, c'est un peuple pacifique, c'est comme le peuple indien. C'est des peuples de cultivateurs. Un cultivateur, il y a assez de problèmes avec le climat, avec sa terre qui ne marche pas, avec ses animaux qui ont des épidémies, etc. C'est juste du trouble ce qui vient du gouvernement, les percepteurs d'impôts, les révolutionnaires qui viennent leur voler leurs trucs. Alors, ça devient des gens très peureux. De nature, comme je vous disais, vous êtes isolés sur votre terre. Il y a 4 gars qui se présentent, ben là, ils peuvent violer votre fille, ils peuvent mettre le feu à votre ferme, ils peuvent violer votre femme, vos fils, enfin, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tuer tout le monde, parce qu'ils sont 4 ou 5, parce que vous êtes isolés sur votre terre. Bon. Alors, ça développe une mentalité de craintif. Les gens sont craintifs. Les Chinois, le peuple chinois n'a jamais débarqué en Asie centrale pour se mettre à faire la loi. Alors que les Occidentaux l'ont fait. Plus que 90% du monde était contrôlé par les Occidentaux en 1900. Les musulmans l'ont fait, puis
plus sauvages que nous encore. C'est terrible ce qu'ils ont fait un peu partout dans le monde, là, des massacres. Là, puis, notamment, lisez l'histoire de l'Inde, de l'avoir. Je parle des islamistes, évidemment. Ah oui, c'est... Oui, oui. Pas les gens normaux là, qui sont sains d'esprit, mais les fous. C'était incroyable ce qu'ils faisaient en Inde. Ils brûlaient des bibliothèques, ils brûlaient des villages, ils tuaient des gens. Il y avait un, je pense, c'est Aurangzeb, il faisait une fête. Ça, c'est incroyable. Il faisait une fête à chaque fois qu'il apprenait que dans ses États à lui, 50 000 hindous avaient été tués. Dans ses États à lui. C'est comme si Biden faisait une fête parce qu'il apprenait qu'il y a 50 000 Italiens qui ont été tués aux États-Unis. Hey, c'est incroyable. Bon. Ah, oui. Alors, mais les Chinois n'ont jamais débarqué. Les Chinois, ils ont été conquis par une foule de petits peuples, des petits peuples minuscules. Les Tibétains les ont conquis, les Ouïghours les ont conquis, comment on appelle ça, les Mongols, bien sûr, les Mandchous, les petits peuples de rien qui les écrasaient. Bon, c'est pas un peuple agressif. Ça n'a jamais été le cas. Et par contre, ces dirigeants sont très agressifs pour contrôler parce qu'ils ont peur. Alors, ce sont des brutes, les dirigeants chinois, c'est des brutes avec la population. L'armée chinoise, elle sert à contrôler la population chinoise d'abord et avant tout. Puis les gars de l'armée, bien sûr, d'où ils viennent de la population chinoise, des pauvres. Mais ils les entraînent, ils prennent les plus violents, puis ils font Ça a toujours été ça. L'armée chinoise servait à contrôler la population et à défendre les frontières. Mais quand la Chine était attaquée, que faisait la Chine? Elle bâtissait une muraille. Une immense muraille. Il y a un Chinois qui a compté, je pense, c'est 36 000 kilomètres de muraille qu'il y a en Chine. Puis chaque génération bâtissait un morceau. Puis il y a un gars qui s'appelle Qin Shi Huangdi, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a tout réuni ça. Les gens pensent que c'est lui qui a créé. Non, il a tout simplement réuni tous les morceaux de la Grande Muraille, vous l'avez devant vous, qui avait été construit par il y était sept royaumes combattants. Alors, tout ça pour dire que les Chinois, ils essaient, le Parti communiste chinois aujourd'hui, ils utilisent toutes sortes de méthodes ultramodernes comme des caméras. Il y a des millions de caméras en Chine, puis quand vous passez, ils vous voient votre visage est numérisé, puis à côté de vous, il y a ce qui s'appelle le crédit social. C'est un chiffre qui apparaît. Si c'est en bas de 50, vous êtes un mauvais citoyen, parce que vous avez parlé des accidents parce que vous avez parlé contre le gouvernement. Si c'est au-dessus, vous êtes correct, ils vous laissent passer. Alors, ils utilisent ces méthodes-là, ils utilisent des prisons. Il y a des millions de personnes dans les prisons en Chine qui fabriquent des trucs à 1 pièce, qui nous vendent des magasins à 1 pièce. Il y a un gars qui avait passé par un laogai chinois qui a immigré aux États-Unis. Il dit « Hey, les pantoufles qui sont là, c'est peut-être moi qui les ai faites. J'étais dans un laogai à telle place. » Bon, alors le gars il reconnaissait ce qu'il avait fabriqué de ses propres mains. Si les gars ne travaillent pas, ils ne mangent pas. C'est simple que ça. Eux autres, là, des histoires de dépenser comme les Américains, $1 trillion par année pour des prisonniers, des assassins, puis des violeurs d'enfants. Non. Eux autres, d'abord, ils les tuent. Tous ceux qui font des crimes graves, y compris de corruption. Hein. En Chine, quelqu'un qui est convaincu de corruption, en fait, c'est parce qu'il y a des ennemis, là, il y a des règlements de compte. Mais le gars, il est tué pour avoir fait de la corruption. Imaginez-vous les violeurs d'enfants, puis les cannibales, puis ils ne t'offrent pas longtemps. Il y a eu un cas, quand j'étais là-bas, le gars est rentré dans une pouponnière, dans une école, en tout cas, on appelle ça, dans une garderie. Je pense qu'il a tué 4-5 enfants. 1 mois plus tard, il était mort. Ou 3 semaines plus tard. Pas, on va avoir une reprise du procès, puis avec un avocat, puis la bonsoir, il est parti. Bonsoir, monsieur. Ils niaisent pas les Chinois avec ça, là, les crimes, ils les tuent. Alors, ils contrôlent la population d'une façon extrêmement brutale. On le voit à Tiananmen. La Chine continue des confinements de la COVID. Aujourd'hui même, des villes entières qui sont, je crois que c'est Wuhan, encore une fois, là, qui est encore en confinement. Alors que tout le monde a laissé tomber ça sur le reste de la planète. Mais évidemment, c'est pour tenir la population. Mais M. Nantel, là-dessus, là, les dirigeants ont l'air vraiment comme ici là, à croire à leur narratif, puis à avoir développé une réelle peur, puis surtout aussi, à l'échelle mondiale, on dirait que les Chinois ont développé un complexe qui fait qu'ils disent « Hey, regardez bien, là, ils nous accusent d'être l'auteur de ce virus-là. Ben, on va leur montrer qu'on est capable de résister à ça, nous autres. » Comment expliquer effectivement cette continuation de la crise COVID en Chine? Écoutez, les Allemands, à force de propagande,
à la Deuxième Guerre mondiale. Ils pensaient vraiment que les Juifs étaient coupables. Ils le pensaient vraiment. Quand j'utilisais la propagande, vous tapez sur tout, ma nièce est chinoise. Elle m'a dit que quand elle téléphone à sa mère a dit, tu as trahi la Chine? Tu trahis la Chine? Parce que c'est de la faute à Biden s'il y a un problème d'exportation de la Chine. C'est pas Biden. Biden, d'abord, il est parti. Mais je veux dire, la propagande, c'est extrêmement. Alors, on l'a ici. Là. Pourquoi je pensais qu'il empêche des gens comme moi sur Internet d'être libres? Il y a des algorithmes. Ils m'ont jamais dit, hein. Ils m'ont jamais dit pourquoi ils m'avaient tassé. Mais ils m'ont tassé. J'ai 5000 abonnés à ma chaîne. Puis, curieusement, je pogne 1300, 1400. Les gens, qu'est-ce qu'ils font là? Bon. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Alors, la propagande, ça fonctionne à force de. Hitler disait, plus le mensonge est gros, donc il est incroyable, puis les gens y croient, parce qu'ils ne diraient pas ça si c'était pas aussi gros. Alors, c'est Hitler qui disait dans Moi, j'ai lu Mein Kampf, je sais de quoi je parle. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai lu ces livres-là. Là. Bon. Et dans Mein Kampf, il explique, il dit la propagande, c'est Hitler qui dit ça, c'est Hitler qui parle. La propagande, c'est pas mentir, mais les gens vont s'en rendre compte. Il est en train de mentir, donc il n'y a aucune crédibilité. C'est pas ça la propagande. La propagande, c'est dire la vérité, un mensonge. La vérité, un mensonge. Quand les gens peuvent vérifier, c'est vrai. Quand ils ne peuvent pas vérifier, c'est là le mensonge. C'est là que vous mettez le gros mensonge. Donc, par exemple, pour les Juifs, il disait les Juifs, ils contrôlent les syndicats en Allemagne. Il y avait beaucoup d'exemples. Ils contrôlent la culture. Thomas Mann, etc. Vous voyez. Ceux qui ont fait la révolution russe, c'était des Juifs, Trotsky, Kamenev, Zinoviev, puis il y en a d'autres. Plus, là, mais c'est pas grave. Ça, c'est tout vérifiable. Puis là, il disait, quand ils vont dans les synagogues, c'est là qu'ils se préparent à nuire à l'Allemagne. Ben là, ils ont dit 15-20 vérités de fil, ça doit être vrai que dans les synagogues, à force de répéter ça, ben là, ça explose. C'est pareil en Chine. Alors, la mère de ma nièce est persuadée que c'est de la faute des États-Unis si ils ont des problèmes avec l'immobilier en Chine. C'est de la faute des Américains qui mettent de la pression sur la Chine. Ils essayent de dépecer la Chine. Taïwan, c'était une île japonaise. D'ailleurs, il y a des autochtones taïwanais, on n'entend pas parler, mais dans les montagnes, dans le milieu de l'île, des autochtones qui appartenaient avant ces îles-là. Ça appartenait après à des Japonais, puis après aux Chinois, etc. Fait qu'on peut en discuter longtemps, mais une chose est sûre, c'est que quand vous vivez dans un pays où la propagande, c'est quelque chose qui dure depuis des milliers d'années, ben, c'est ça que je vous disais tantôt, à un moment donné, il y a toute une culture du réseau qui fonctionne. Puis là, ben, le réseau fonctionne par corruption. Puis là, ben, vous mentez pour ne pas être puni parce que la corruption peut vous faire tuer si quelqu'un veut se venger de vous, etc. Alors, c'est toute une culture du mensonge, des statistiques fausses. Ils prétendaient qu'il y avait 1,5 enfants par femme, alors que pendant 30 ans, ils ont interdit d'avoir plus qu'un enfant. Bon, alors c'était des folies. Alors, ils se font prendre. Et le gouvernement chinois n'a pas respecté le traité qu'ils avaient signé avec l'Angleterre. Il était censé garder Hong Kong pendant 50 ans libre avec son système démocratique et tout. Ils se sont tannés et ont envahi ça au bout de 25 ans. Alors, ils n'ont pas respecté ça. Ils ne respectent pas non plus les lois internationales. Par exemple, le génocide qu'ils essaient de faire contre les Ouïghours. Ils ne respectent pas ce qu'on dit, le Tibet. Ils ont envahi le Tibet. Ça a tout été chinois. C'est des langues sino-tibétaines, c'est des langues communes. Mais le peuple tibétain a toujours existé parce que c'est tellement haut. J'ai essayé de dormir au Tibet. Moi, vous dire que vous dormez mal en maudit, il n'y a pas l'air. À 4000, 4500 mètres, c'est très difficile de dormir et vous avez froid. Alors, tout ça pour dire que ce qu'ils font les Chinois, pas le peuple chinois, les gouvernements chinois, ils font pression sur vous. Ils l'ont dit encore hier. N'oubliez pas, les Américains, vous attaquez un peuple qui a 1,4 milliard d'habitants. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent de leur masse. C'est comme quand vous êtes, ça m'est déjà arrivé, dans un autobus, vous êtes assis à côté d'un bonhomme qui pèse 300 livres. Évidemment, qui prend plus que sa place. Puis là, vous êtes obligé de vous tasser. Puis là, ben, si lui bouge le moindrement, vous êtes obligé de vous tasser. Mais à un moment donné, vous allez tomber à terre. Et tu dis, ben, écoute, tasse-toi, là, moi, j'ai besoin de ma place. Puis à un moment donné, on est obligé de se mettre sur le gros, puis pousser. Tasse-toi, tu m'envahis. Le gars, il comprend bien, mais c'est pas de sa faute s'il est gros, mais c'est pas de ma faute non plus. Faut que j'aille mon bas. Alors, c'est ça qu'ils font les Chinois. Ils s'appuient sur vous avec leurs 1,4 milliard d'habitants. C'est ça qu'ils font en mer de Chine du Sud, puis ils poussent. Et là, ils sont tellement plus gros que vous reculez. Mais ça, en anglais, on appelle ça bullying.
bullies, là, les petits baveux dans les écoles qui font peur à tout le monde, qui martyrisent tout le monde parce qu'ils sont plus gros que les autres. Bon. Alors, c'est ce qu'ils font, c'est seulement ça. Ils sont habitués de le faire avec leur population, avec leur minorité, avec leurs voisins. Puis là, ils le font dans le monde entier, puis ils le font en Taïwan. Taïwan, là, c'est pas... vous savez que l'invasion de Taïwan par la Chine, c'est comme l'invasion de la Normandie. Le bout de terre que vous voyez entre la Chine et Taïwan, c'est 180 km de long. Et il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, qui étaient la plus grande puissance, qui étaient installés sur la Grande-Bretagne, on voyait les côtes de l'Europe à partir de la Grande-Bretagne. Puis ils ont été obligés de jouer toutes sortes de tours aux Allemands pour les convaincre qu'ils allaient attaquer à Calais. Finalement, ils ont attaqué en Normandie. C'était très difficile, puis c'était très risqué, puis peut-être que les Allemands auraient pu les repousser. Il paraît qu'Hitler dormait au moment de l'invasion. Alors, dans le cas de Taïwan, les Américains ont des satellites, puis ils voient tout ce qui se passe en Chine, puis ils voient tout ce qui se passe à Thaïlande, puis à Taïwan, et sur les mers. Alors, ils vont être capables d'avertir les Taïwanais. Ils s'en viennent. Parce que quand vous installez des barges de débarquement puis vous remplissez ça avec des soldats, bien, 180 km de distance, ça prend du temps avant de franchir tout ça. Alors, les Taïwanais vont pouvoir se défendre et il est possible qu'ils gagnent parce que c'est très difficile de faire des débarquements à très longue distance parce que les Américains voient tout à partir de leurs satellites puis ils vont informer les Taïwanais. Donc, il n'y aura pas de surprise du tout. De plus, dans l'attaque de Normandie, quand ils ont fait le débarquement, les Américains, ça a été quelque chose de tout à fait gigantesque. Les Américains avaient le choix sur à peu près 1000 km de long de la côte européenne pour attaquer. Ils ont décidé d'attaquer en Normandie. Regardez-moi tout ce qu'ils avaient là. Il y avait tous les trucs derrière, puis il y en avait d'autres qui étaient à l'intérieur des terres. Alors, les Américains ont fait un débarquement gigantesque sur un continent. Ils ont attaqué un point précis. Dans le cas de Taïwan, ben, c'est sûr ils savent très bien où les Chinois vont attaquer parce que c'est très petit, Taïwan. Alors, s'ils ont suffisamment d'armes de haute valeur, alors ils vont être capables d'arrêter les Chinois. Ils ont des bonnes chances de réussir. Évidemment, puis il y a une autre chose, c'est que la Chine ne veut pas détruire Taïwan. La Chine veut prendre le contrôle de Taïwan. Ça ne lui donnerait rien de détruire Taïwan. Ils perdraient ce qu'ils viennent de conquérir à grands coups, à coups d'hommes, à coups d'argent, à coups de problèmes internationaux, etc. Alors moi, ce que je pense, c'est que ce qui se passe avec la Chine à Taïwan, c'est des gesticulations. Ils ont dit, on va faire payer les États-Unis. On fait payer quoi? Les Américains achètent beaucoup plus de la Chine que ce que la Chine achète des États-Unis. Il est dit tantôt, 18%, je pense, de leurs importations viennent de la Chine. Il y a un truc qui est très important pour les Américains, c'est que Taïwan produit, une seule compagnie à Taïwan produit 53% des semi-conducteurs du monde. Puis il y en a une autre, les autres ensemble, c'est 10%. C'est-à-dire que Taïwan produit 63% des microprocesseurs, des semi-conducteurs qui s'utilisent dans le monde pour faire des téléphones intelligents, tout ce dont on se sert aujourd'hui, des avions, des porte-avions, tout ce que vous voulez. Alors, les Américains ne peuvent pas laisser disparaître Taïwan comme ça. Il faut qu'ils le défendent, mais pas avec eux-mêmes. Ils vont faire tuer jusqu'au dernier Taïwanais, mais il ne faut pas que Taïwan soit pris. Et là, pendant ce temps-là, ben, le monde est en train de se réorganiser pour se protéger de la Chine. Et la Chine doit agir le plus tôt possible parce qu'elle perd sa population. Là, c'est les jeunes qui commencent à disparaître. Là, les vieux, ils en ont tant qu'ils en veulent, puis ils vont en avoir pendant un siècle, des vieux. Mais des jeunes qui peuvent se battre, qui peuvent inventer, qui peuvent créer, qui peuvent changer de compagnie, qui peuvent retourner aux études pour se former, et ils vont en avoir de moins en moins. Alors, la Chine, c'est maintenant qu'il faut qu'elle agisse, mais elle n'est pas encore assez puissante pour le faire. Puis encore une fois, ils ont beau être 1,4 milliard d'habitants, tous nous autres, on est 6 milliards. On ne la laissera pas faire. Elle a le problème typique d'un peuple continental qui a de la difficulté, puis ils ont toujours perdu. Toujours perdu. Un seul exemple, c'est Sparte qui a vaincu Athènes dans les guerres du Péloponnèse. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, là, j'en ai parlé de ça. Alors là, c'est mon dernier. J'espère qu'on n'est pas trop pire pour le temps. Écoutez, j'en ai parlé de ça aussi. Ah oui, c'est ça. Quand la Chine est attaquée, elle bâtit une grande muraille pour se protéger. Quand l'Occident est attaqué par Bin Laden, on va le chercher en Afghanistan pour le Pakistan. Puis c'est pareil pour les musulmans, puis c'est pareil pour
les Européens, bon, la plupart des êtres humains sont comme ça. Dernière des choses, la Chine n'a pas d'expérience de la guerre. Ça, assommer les Ouïghours, c'est facile, parce qu'ils n'ont pas d'armes. Mais faire une vraie guerre, les Américains, là, ils se battent partout depuis 1945. Quand il y a un problème, on va chercher les États-Unis. Là, ils envoient une armée, bon, en Somalie, qu'est-ce que les Américains allaient faire en Somalie? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Il n'y avait même pas de pétrole en Somalie. Qu'est-ce qu'ils allaient faire au Kosovo, bon, etc. Alors, les Américains savent se battre, ils ont leur porte-avions, ça s'est réglé comme une horloge, ils en ont beaucoup. Ils profitent de leur position, de leurs alliés, etc. Puis ils profitent surtout du fait que tout le monde a peur des Chinois. Alors, la démondialisation qui commence, ça va se faire contre la Chine, surtout contre la Chine, puis au bénéfice de tout le reste du monde, notamment le tiers-monde, qui va aller chercher les usines parce qu'ils ont des bas coûts de salaire, etc. Mais les salaires en Chine, ils n'arrêtent pas de monter. Et tous les problèmes dont j'ai parlé, qu'a la Chine, ils vont rester là, puis ils vont même s'empirer, puis les distances ne diminueront pas avec les autres continents. Alors, la Chine est mal foutue, puis les problèmes que la Chine a accumulés, nous aussi, on les a accumulés, mais nous, ça fait longtemps qu'on a appris à mettre des lois pour protéger les employés, pour protéger l'environnement, etc. Eux, ils sont tous faire ça à la sauvette, parce que tout se fait trop rapidement en Chine. Alors, par exemple, au niveau de la démographie, en 2050, ils vont avoir besoin de 200 millions d'immigrants. Ils vont les prendre où? Puis personne ne fait d'enfants sur la planète, sauf les Africains. Puis même là, ça tombe comme une pierre, hein, cachons-nous pas. Là. Alors, ils vont les prendre où? Les immigrants qui savent travailler, qui travaillent aussi bien que les Chinois, là, qui sont aussi... Bon, où? Bon. La Chine, en 2100, selon les chiffres qu'on a, ça serait à peu près 8, si ça continue tel que c'est là, puis ça ne continuera pas tel que c'est là, ils vont être moins de 900 millions en Chine. Beaucoup, beaucoup de vieillards. Si ça continue comme c'est parti. À mon avis, ça va être encore pire que ça. Alors, en plus, vous avez la crise. Tout le monde le dit. Là, avant, j'étais un des seuls à en parler. Maintenant, tout le monde en parle. Il y a une grosse crise qui s'en vient. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air, mais ça va cogner dur. Trop d'endettement, etc. Les problèmes environnementaux, etc. se multiplient. Quand vous avez une crise, les gens, ils n'ont pas d'emploi, mais ils ne commencent pas à faire des enfants pour se reposer ou pour passer le temps. C'est l'inverse, ils n'en font plus d'enfants. Ils diminuent, la démographie diminue, l'immigration diminue parce qu'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'argent, puis les gens, ils ne prennent pas le risque de faire des bébés alors qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont obligés d'aller aux banques alimentaires chercher 3 tranches de pain pour manger. Alors la Chine va subir le même phénomène. Puis la Chine, comme ils sont très nombreux et qui détruisent l'environnement, ben, quand tout ça va se mettre à s'effondrer, les gens, ce n'est pas 1,1 enfant par femme qu'ils vont faire, c'est 0,8 ou 0,7 ou 0,5 enfants par femme. Ceci dit, en passant, il y a des endroits sur la planète où c'est déjà le cas, notamment en Chine, dans le nord-est de la Chine. La Mandchourie a été envahie par les Chinois au 20e siècle, là, après qu'ils aient repris des Russes et des Japonais. Puis ils ont envoyé des... Mais là, il y a des endroits, je pense que c'est le Heilongjiang, c'est 0,8 enfants par femme. 0,8, ça va bien. Alors, si ça tombe à 0,4, mais vous réalisez immédiatement, là, surtout si ça dure des siècles, vous allez avoir un effondrement démographique gigantesque par perte de natalité. Puis là, il y a un deuxième phénomène qui se passe. Quand vous n'avez pas assez de jeunes pour faire vivre les vieux, c'est toujours les jeunes qui payent les pensions des vieux, bien là, les vieux se mettent à mourir parce qu'ils mangent mal, ils sont obligés de travailler jusqu'à 75 ans, ils sont fatigués pour balayer des planchers. Puis là, bien, ils mangent du pain avec, ils meurent d'épidémie. Alors, moi, je pense que ça va être, on parle évidemment là des pays les moins bien préparés de faire face à la crise. Il y a des pays qui vont très bien s'en sortir. L'humanité, entre autres, va très bien s'en sortir. Mais les individus vont en souffrir, comme je le dis souvent. Il y a également un autre problème en Chine, je suis en train de finir, c'est que dans 40 ans, les Chinois, ils ont tout construit dans les 20-30 dernières années, avec beaucoup, beaucoup de jeunes, des gens qui travaillaient comme des fous, puis avec il y avait encore beaucoup de matières premières à aller chercher sur la planète. Mais toutes ces choses-là qu'ils ont construites, c'est comme le Québec, dans les années 60, on construisait tout. Vous vous souvenez de l'Expo 67, le métro de Montréal, des nouvelles rues, des l'échangeur turco qui viennent de refaire. Voilà. Alors, ce qui arrive, c'est que dans 40 ans, tout ça, ça va peut-être en rouille. Comme c'est déjà le cas au Québec, tout est en rouille, les rues sont défoncées. 30%, avant c'était 40%, ils ont baissé ça à 30% de l'eau de l'aqueduc à Montréal qui se perd dans des fuites. Il faut tout refaire ça. On n'a pas d'argent. Ça va être pareil en Chine.
Alors, dans 40 ans, la Chine, avec un paquet de vieux, très peu de jeunes, presque pas d'immigrants, parce qu'on ne peut pas vivre en Chine quand on est un immigrant, il faut apprendre la langue, la culture, en tout cas, c'est inassimilable. Alors, les Chinois vont avoir toutes sortes de problèmes que nous autres, on a déjà, mais en pire. Qu'on a vécu, qu'on a l'expérience. Puis là, on rentre là-dedans, là, nous, là. On va s'en sortir, mais le Québec, c'est un pays très, très dur pour habiter. J'en ai parlé tantôt, il a fallu beaucoup de génie à nos ancêtres pour, en 1 ou 2 générations, tout modifier au Québec pour recevoir ensuite des immigrants de France, d'Angleterre, etc. Mais c'est un pays qui est pas normal là, où vivre. On est des animaux tropicaux, pas des animaux... Même les Inuits, des animaux tropicaux, si vous mettez tout nu un Inuit, là, dans le milieu de... Ils crèvent en 2 heures. Puis, M. Nantel, vous l'avez dit, notre génie français est qu'on ait adopté les façons de vivre des Amérindiens. On fait de nous des Autochtones, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est adapté au territoire et on fait maintenant un avec le territoire. Oui, on a remarqué que ça a été un échange mutuel parce qu'on a, voilà. La raison pour laquelle on a été accepté ici, parce qu'on amenait des choses qui étaient indispensables. Quand vous avez pris, quand vous connaissez l'alcool, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, mais quand vous goûtez à l'alcool, vous aimez ça, ben vous en voulez encore. Quand vous avez des pots, des marmites en fond, quand tu amenais ça, les femmes amérindiennes, elles en voulaient, comment faire bouillir du maïs, c'est fantastique. Il y en a des armes en fer. Vous pouvez refaire le même couteau 50 fois avec le même morceau de fer. Bon. Alors, on était les bienvenus, c'était un échange mutuel. Notre rapport privilégié, M. Nantel, hein, on n'a pas un... Oui, notre rapport privilégié. On habitait la vallée du Saint-Laurent. La vallée du Saint-Laurent, c'est une échancrure qui rentre jusque dans les Grands Lacs, jusqu'au fin fond du milieu de l'Amérique du Nord. Puis dès que les Français se sont installés à Québec, il y a eu un courant, même avant, il y avait un courant continu de biens dans les 2 sens. Les fourrures sortaient, mais les fourrures, ils ne les donnaient pas. Ils les échangeaient comme des biens, des couteaux, des perles, des belles petites perles de verre là, qui sont bleues, jaunes. Encore aujourd'hui, les femmes autochtones, ils fabriquent avec une peau de cerf. C'est c'est tout coloré. Oh. Les beads, les petites perles de verre, ça fait de rare. Alors, l'alcool, c'était populaire. Tout ce qui était en fer, tout ce qui était... il y avait... Bon, alors, ce qui est arrivé, c'est que... Bon, la raison pour laquelle on a remplacé les Autochtones, parce qu'ils sont morts d'épidémie. Mais ça, c'est parce que ça faisait 30 000 ans qu'ils étaient isolés. On ne le savait pas nous-mêmes. On pensait, d'ailleurs, eux aussi pensaient, la raison pour laquelle les Blancs survivaient à la tuberculose, alors que les Indiens mouraient tous, ils disaient, parce que c'est ce que les prêtres disaient, parce que nous, on est baptisés, Jésus nous protège, que les Indiens, ça les empêchait pas de crever. Ça me fait penser à une crise qu'on a vécue il n'y a pas longtemps. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, là, la vallée du Saint-Laurent, puis ce qui arrivait, c'est que nous, comme on allait faire du commerce très loin, c'est nous qui amenions les maladies pour tuer nos alliés. Alors, quand les Anglais sont devenus assez nombreux, ils ont pu nous conquérir, parce qu'on a tué nos alliés sans le savoir. Personne ne savait qu'on avait des maladies. Nous, on en avait 20, 30 que les Autochtones avaient donné. Donc, concluons, M. Nantel. Oui, je vais conclure. Essentiellement, le problème qui se produit, c'est un problème de puissance continentale dans le cas de la Chine, qui s'oppose à des puissances. Là, présentement, c'est surtout les États-Unis, mais à des puissances océaniques. Et le résultat de tout ça, c'est que les États-Unis n'ont qu'à gagner du temps. Ils n'ont juste à gagner 20 ans. Puis la Chine va déjà avoir commencé son effondrement pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. La probabilité que la Chine gagne alors qu'elle fait peur à tout le monde est extrêmement faible parce qu'encore une fois, ils sont peut-être 1,4 milliard, mais nous, on est 6 milliards tous ensemble, puis on ne la laissera pas faire. Voilà, c'est tout pour cette capsule, M. Nantel. Une analyse assez intéressante. Vous allez à contre-courant. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.